Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et welcome dans ce nouvel épisode de podcast, le numéro 22 et le dernier de cette saison, donc le dernier de l'année 2024. Et oui, j'ai déjà fail la promesse, enfin l'objectif que je m'étais fixé l'année dernière de faire plus d'épisodes de podcast, genre un par mois, c'est toujours ce que je dis et au final, j'en ai pas fait un par mois. Mais bon, c'est la vie qui est comme ça et voilà, j'avais envie d'en faire un tout dernier avant de faire mon épisode récap de l'année avec un invité et sur une thématique que j'apprécie beaucoup et que j'ai beaucoup pratiqué cette année. Je vous en parlerai plus en détail individuellement dans mon épisode de récap, mais voilà, c'est quelque chose que je fais beaucoup plus en ce moment et j'avais envie d'en reparler et d'inviter mon pote Christophe pour en discuter aussi parce que c'est un peu son sujet de prédilection et c'est un peu grâce à toi au final que j'en ai fait beaucoup plus cette année. On va pas se mentir, donc voilà, aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur d'accueillir mon pote Christophe Bollucet, donc je vous mettrai son Instagram en description comme d'habitude. Salut Christophe. Salut Elise. Merci d'être là, ça fait trop plaisir pour clôturer cette magnifique année. Bon, cette année, voilà. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Oui, bien sûr. Moi, c'est Christophe, j'ai 31 ans. Dans la vie, je bosse dans une boîte qui fait des objets connectés. Donc, c'est pas T'es très ingénieur, intéressant. quoi. Je suis ingénieur. Non. Je vis à Lyon depuis bientôt 6 ans. Mais ce qui m'amène aujourd'hui, c'est plutôt ma passion, qui est la photo. Oui, parce qu'on va pas parler de trucs d'ingénieur, Oh, désolé, pas encore. Mais la photo, je la pratique depuis un bon moment maintenant. Je pense que ça fait bien 15 ans que je fais de la photo. Mais je suis vraiment tombé vraiment dedans à fond depuis que j'habite à Lyon avec la photo argentique. Et là, Mais il s'est passé quoi à Lyon pour que ça reprenne à Lyon, du coup ? Eh ben, il s'est passé que j'ai repris goût à une autre façon de faire la photo. En fait, avant, je faisais la photo purement pour le côté artistique. Je faisais du numérique, j'étais dans des clubs photo, je faisais du studio, c'était pas très intéressant. Et en fait, avec la pratique argentique, j'ai pris goût à exprimer quelque chose en photo. Et j'ai rencontré des super personnes ici à Lyon. La communauté photo à Lyon et photo argentique contient quelques personnes très intéressantes dont tu fais partie. Merci. Et ça m'a donné envie d'en faire beaucoup plus. Et une fois que tu mets le doigt dans l'engrenage de la photo argentique, tu testes plein de nouvelles choses. On en parlera juste après, t'as grave d'anticiper les questions. Mais oui, effectivement, une fois qu'on a commencé, on ne s'arrête plus. Et voilà. Et donc ça m'a donné envie de me lancer à fond. Cool. Et voilà. Super. Et est-ce que tu peux répondre à la question rituelle sur le podcast ? Comment ça va vraiment en ce moment ? Et oui, j'appréhendais un petit peu cette question quand tu m'as proposé de venir en parler avec toi. Et oui, tout le monde y passe. Moi donc, aussi, j'y passe régulièrement. Oui, pas le choix. Je vais pas te mentir, il y a un peu des hauts et des bas ces derniers temps, mais on va dire que là, je vais essayer de voir la fin d'année d'un œil positif. Je suis très content de venir parler avec toi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va très bien pour partager autour de la photo. Et voilà, et puis on espère que 2025 démarrera très bien. Et voilà, on croise les doigts. Ouais, c'est vrai que c'est cool, c'est que le podcast à chaque fois, moi, il me permet d'extérioriser et de voir les choses, de revivre des choses qu'on avait un peu oubliées, mis de côté parce que la vie nous rattrape et que la photo, ce n'est pas notre job. Donc on fait d'autres choses et du coup le fait d'en reparler, tu revis des moments et tu te dis c'est cool, c'est vrai, j'ai fait ça et puis du coup le fait de parler de sa passion, ça remotive aussi. On sait que la fin de l'année elle est toujours un peu compliquée. Moi la déprime saisonnière elle me tombe sur la gueule chaque fin d'année quoi, mais c'est vrai que parler de sa passion et de notre pratique, ça nous remotive pour la suite. Je voulais en parler après, mais je vais en parler maintenant. J'ai lancé un nouveau challenge pour le mois de décembre qui s'appelle le Photo Creative Challenge. Creative Photo Challenge, je ne sais plus. Je sais pas, mais il faut participer. Mais si, tu sais, bref, je crois que c'est Creative Photo Challenge. Je le remettrai en description parce que j'ai un doute. Mais voilà, l'idée c'était de partir sur 2 thèmes. De base, je voulais faire un thème, mais l'idée c'est, là, on a 2 thèmes communs et tout le monde est libre de composer avec n'importe quel type de photo. Sur l'un des 2 thèmes et après l'idée c'est de shooter tout décembre sur ces thèmes là et de partager ces images en janvier. Donc les 2 thèmes, c'est le premier c'est Dernière lueur et le deuxième c'est cover d'album. Donc l'idée c'était un peu de se mettre en scène ou prendre des photos, mettre en scène quelque chose pour s'imaginer une cover d'album comme si c'était votre propre album de musique et d'en faire une série avec, donc composer plusieurs photos comme si c'était une jaquette d'album.
et de nous partager ça en janvier et d'expliquer un peu le process créatif qu'il y avait derrière pour justement se pousser à créer des choses, à l'inverse du challenge que je peux faire d'habitude de 31 thèmes analogue challenge, où justement on va chercher des archives. Là, l'idée, c'était de composer une série en réfléchissant à la série, parce que généralement, moi, mes séries, elles se composent après. Je trouve souvent les thèmes et les idées et les noms après avoir fait des photos. Alors que là, j'avais envie de me dire justement, je veux composer une série de photos en y travaillant à l'avance. Donc du coup, le challenge est plus difficile. Mais bon, il part mal le challenge parce qu'on est déjà à la moitié du mois et je n'ai pas fait de photos et je suis complètement démotivée. Mais bon, peut-être qu'aujourd'hui, en discutant, on va se remotiver à en faire. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler si jamais vous êtes passé à côté. J'espère sortir l'épisode pas trop tard dans le mois de décembre pour vous laisser du temps. Au pire, on décalera sur janvier aussi et vous pouvez partager les photos en février. Il n'y a pas de pression. Donc voilà, c'était pour reparler de ça. Donc rien à voir avec le sujet du podcast aujourd'hui parce que c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé. Ça fait 5 minutes. Oui. Et j'ai pas encore introduit. Mais tant que j'ai un micro devant moi, je profite pour te féliciter à l'oral de tous ces super challenges que tu lances parce que c'est hyper agréable et c'est hyper motivant de sortir un petit peu de son quotidien et d'essayer de répondre de façon créative à toutes tes super idées. On va voir, hein. Pour l'instant, on parle de trucs, on l'a pas encore fait, on n'a pas encore partagé. Mais oui, rien de l'idée de réfléchir à quelque chose, même si on n'arrive pas à le faire, au moins on l'a essayé, merci en tout cas. Donc, comme vous l'avez vu au titre, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est l'autoportrait. Donc, j'avais déjà fait un épisode avec Fanny il y a 1 an et demi ou 2 ans. Je vous remettrai l'épisode en description. Je vous invite vraiment à aller l'écouter parce qu'il est hyper intéressant et on avait bien donné les définitions, ce que nous on pensait par rapport à ça. Donc, on va revenir sur ce qu'on en pense aujourd'hui. Moi, je sais plus du tout ce que j'ai dit dans le premier épisode parce que je l'ai pas réécouté. Mais moi, ça va être l'occasion de faire un point sur ma pratique et voir mon évolution parce que je pense que j'ai beaucoup évolué dans cette pratique-là. Avant, j'en faisais occasionnellement. Maintenant, j'en fais très souvent. Vu la période, le froid, le manque de motifs et tout, je fais beaucoup d'autoportraits. Je pense que les 5 ou 6 dernières pellicules, c'est que de l'autoportrait. Donc, je pense que j'ai beaucoup step up sur cette pratique-là. Et après, on va transitionner petit à petit vers l'autoportrait, mais d'une autre approche qui est plus le nu artistique en photo. Et du coup, dans notre cas, en autoportrait, parce que j'ai voulu t'inviter Christophe pour qu'on parle de ça, parce que justement, je t'ai connu en partie parce que tu fais beaucoup d'autoportraits et beaucoup d'autoportraits nus. Après, tu partages pas tout sur les réseaux sociaux, on va en parler aussi dans l'épisode, mais c'est un peu ta spécialité. Tu fais pas que ça, tu fais aussi de la street photo, tu fais aussi du portrait, mais c'est vrai que pour moi, ta spécialité, c'est l'autoportrait. En tout cas, en termes de ce que je partage sur les réseaux et de mon activité. Oui, j'allais dire, et toi, qu'est-ce que tu préfères personnellement, au final, personnellement, ça représente une très très grosse part de ce que je fais en photo, oui. Et ça me parle beaucoup, et donc je suis ravi de venir en parler. Voilà, et je trouvais ça cool aussi d'avoir le fait que tu sois un homme. Du coup, c'est un peu plus rare. Je dis pas que c'est rare, mais c'est un peu plus rare de voir des hommes qui font des autoportraits et encore plus nus. Donc du coup, c'était intéressant d'avoir ta vision et ton expérience là-dessus pour justement essayer de motiver d'autres personnes, parce que pour moi l'autoportrait c'est très important dans notre pratique et c'est vrai que si ça peut motiver des gens et surtout des hommes à passer cette barrière-là, ce cap-là en se disant bah oui, ok, pourquoi pas moi, ça peut être cool. Donc avant de se lancer dans le sujet, je voulais qu'on reparle un petit peu de notre pratique de la photo en général et pourquoi l'argentique. Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, est-ce que tu veux redétailler Ouais, bah... Alors, comment je suis tombé dedans j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui est tombé dedans comme ça. Comme je disais au début, je faisais du numérique. Et à un moment, c'était la mode des Helios 44 là, qu'il fallait acheter en brocante. Les vieux objectifs russes. Tu sais, c'est les objectifs russes qui font un bokeh tournant. C'était la mode sur les réseaux dans les années oui, avant 2010. Oui, 2000, j'en sais rien, je n'étais pas né encore. Tu vois, dans la photo argentique. Fin 2010. Et donc j'ai craqué à cette mode-là. Je suis allé dans les brocantes. J'ai farfouillé dans les stands pour essayer de trouver des objectifs russes comme ça. Et souvent, tu les achètes avec des boîtiers. Donc moi, je mettais mon objectif sur mon numérique. Et après, je me suis dit, bah, c'est bête d'avoir des boîtiers qui ne servent à rien et qui font que prendre la poussière. J'ai mis des pellicules dedans. Les boîtiers marchaient très bien. Et maintenant, je fais plus de numérique et je passe mon temps à l'argentique. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Et j'ai totalement pris goût. Ce petit côté où tu vas beaucoup plus, c'est un petit peu cliché de dire ça, mais tu vas quand même beaucoup plus réfléchir
aux photos, à la composition, à ton propos que tu veux mettre dans la photo, parce que tu sais que tu as un nombre limité sur une pellicule. Chaque photo coûte un petit peu d'argent. Il y a des façons que ça coûte un petit peu moins, mais tu es plus investi dans chaque image. Et c'est ce process-là que j'ai beaucoup aimé. Et maintenant, je prends plus aucun plaisir à faire du numérique. Je le fais de temps en temps pour des photos de famille ou des choses comme ça, mais ce qui me fait vraiment kiffer, c'est la photo argentique. Puis en plus, tu le disais tout à l'heure, mais en fait, il y a tellement d'options possibles et de boîtiers, de formats, de techniques, que en fait, ça s'arrête jamais, quoi. On commence avec un format, puis en plus, c'est souvent le truc traditionnel. Hein. Moi, j'ai commencé comme ça, avec un point and shoot. Après, tu as envie de te dire, j'ai envie d'apprendre les réglages. Puis j'ai envie de tester d'autres choses. Puis après, tu dis, ok, ça c'est le 35 mm. Ok, il y a le moyen format. Puis tu as la chambre. Tu fais toujours plus gros. Tu fais des différents. Tu peux tirer. Tu peux développer. Tu peux développer avec différents trucs. Il y a trop d'options possibles. Et en fait, ça s'arrête jamais. Je pense qu'avant de les avoir tout fait, tu vois, ça fait 15 ans que t'en fais. Je pense que t'as pas tout testé, quoi. Ah bah clairement. Je suis très loin d'en avoir tout testé. Et pourtant, j'ai testé beaucoup de choses. Hein. Dernièrement, je me suis mis à la chambre, comme tu dis, à la chambre sur papier, à la chambre sur négatif, donc, à la chambre au collodion. La chambre, c'est un autre type d'appareil photo. Ouais. Donc, c'est un format qui est plus grand. C'est pour expliquer aux personnes qui connaissent pas. Donc, je suis pas très. Vas-y, aide-moi parce tout à que fait. je suis pas. C'est un très ancien format d'appareil photo. Donc, c'est le fameux appareil que vous avez un petit peu dans vos mémoires, là où on se met sous un drap noir pour regarder sur le verre de visée, avec l'accordéon, le soufflet entre l'objectif et le plan arrière. Et donc, ça permet de faire des négatifs beaucoup plus grands, de travailler d'autres choses comme des photos sur plaque de verre. C'est 4 fois plus gros qu'un. Ouais, ça dépend du format. Il y a des chambres immenses. Il y a des fous furieux qui font des plaques d'un mètre. Mais la standard, c'est un 4x5 qui est. Standard, c'est du 4x5, 5x7. Moi, je vais jusqu'au 5x7. Ça fait 4 fois un moyen format, quoi. Oui, à peu de choses près, voilà. Donc c'est une approche qui est encore plus lente que parce que là, moyen format, et ça coûte encore plus cher. Et c'est même pour le développer, on va pas rentrer dans la technique. Je vous invite à en parler avec Christophe si vous voulez parler plus de technique sur ça. Mais ouais, c'est un procédé qui est encore plus long et plus intéressant. Après, les résultats, il est zinzin parce que du coup, plus c'est gros, plus la qualité elle est dingue et moins il y a de grains, si je dis pas de conneries. Moins il est visible. Ouais. T'as énormément de détails. Et c'est plutôt stylé. Et puis même à la chambre, on peut faire sur papier, on peut faire sur négatif, on peut faire sur collodion et tout ça. J'espère qu'un jour, je pourrai faire un épisode là-dessus. Je connais des personnes qui font... t'en fais un petit peu, mais il y a des photographes qui sont spécialisés dans le collodion. Et ça peut être cool d'avoir leur retour sur cette pratique-là. Un jour, j'en ferai un aussi. Voilà. Moi, ma pratique, si je devais en parler aussi, pourquoi l'argentique ? Je pense que vous connaissez la raison. Et on a tous un peu les mêmes raisons d'en pratiquer, pour le côté prendre son temps, se déconnecter, contact avec ses boîtiers, la technique, et surtout qu'on peut tout faire nous-mêmes si on le souhaite, et c'est ce que tu fais aussi. C'est que on en parlera, je pense, après du pourquoi, du comment, mais pour le noir et blanc, on fait tout nous-mêmes, du dev au scan, et toi, même la couleur, tu le scannes toi-même. Et c'est cool de pouvoir maîtriser un process de A à Z, et c'est pratique pour l'autoportrait nu, de pouvoir faire tout soi-même. On en parlera juste après. Et moi, ma pratique photo en général, vous la connaissez aussi. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus, à part que c'est une passion qui me dévore et qui me coûte beaucoup trop d'argent. Mais pour moi, c'est même plus qu'une passion. Enfin, c'est souvent quand les gens, vu que c'est pas mon métier, on va me dire du coup, t'es photographe et tout. Et oui, je suis photographe, mais c'est pas mon job. On me dit, ouais, tu gagnes de l'argent. Non, je gagne pas d'argent, mais pour moi, c'est comme si c'était mon job. Je m'investis tellement dedans que pour moi, c'est une deuxième activité. Et ça t'apporte beaucoup. C'est pas de l'argent, mais ça t'apporte beaucoup. Et c'est surtout que du coup, quand j'ai du temps libre et que je suis en vacances, pour moi, je commence mon deuxième métier de photographe. C'est que du coup, je vais prendre ce temps-là pour composer dessus et produire de l'image sur le temps que j'ai de libre. Donc pour moi, c'est ma deuxième activité. Donc en fait, on n'est jamais en vacances parce que du coup, on fait des photos. Bon, on s'éclate parce que c'est notre passion, mais voilà, moi, quand je suis en vacances, je fais de la photo, quoi. C'est mon autre métier, donc c'est ça ma pratique. C'est un peu plus, c'est devenu plus qu'une passion. Et puis le jour, si ça peut me rapporter de l'argent, c'est toujours bien de pouvoir se financer, de sortir des projets et pouvoir financer sa pratique pour continuer à en faire, c'est cool. Et après, il y a des moyens, comme tu disais, de réduire les coûts et tout ça, et c'est cool. Et je pense qu'on y arrive bien aujourd'hui, même en se rendant en service, en mutualisant du matériel et tout. Je divague déjà. Enfin bref, c'est ma pratique photo. Et moi, ce que je fais de plus en plus maintenant, comme je disais, c'est de l'autoportrait. Donc j'ai plutôt une pratique orientée sur photo-portrait des autres, photo-produit, photo street photo, scène urbaine, architecture,
Qu'est-ce que je ne fais pas? Des photos de bébés et des photos d'animaux. Voilà, c'est de paysages, c'est pas trop ma cam, et de sport non plus. Mais l'autoportrait, ouais, a pris une grosse place dans ma vie dernièrement parce que, oui, la saison fait que. Puis en fait, j'avais envie de tester autre chose. Et c'est vrai que du coup, toi et toi-même et ton appareil te permettent de tester quand même pas mal de trucs de ton côté sans dépendre des autres dans la pratique, quoi. C'est genre en mode je veux faire du portrait mais en même temps je suis pas de modèle, bah en fait j'ai moi-même, quoi. C'est plutôt pratique. Avant de continuer, est-ce que tu pourrais nous donner une petite définition de l'autoportrait pour toi? Parce que tu disais, en fait, il y a plein de définitions possibles. Toi, comment tu vois la chose? Je vous invite à écouter celui avec Fanny, parce que je crois que j'avais sorti une définition de Wikipédia pour l'aspect un peu global. Mais là, voilà, on va en reparler. Quelle est la tienne? Quelle est la mienne? Comme ça, au moins, on verra mon évolution de pensée. Et puis après, c'est toujours ça, sympa de savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses aussi avant. Bah, pour moi, j'aurais deux définitions. Deux choses qui rentrent dans la catégorie autoportrait. Le premier, c'est le plus basique, c'est une photo qui te met en scène, qui met en scène le ou la photographe dans l'image. Donc typiquement, on va voir soit le visage, soit le corps de la personne, avec un but créatif, avec un but narratif, avec un but... peu importe la raison qu'il y a derrière, mais c'est une mise en scène de la personne qui se prend elle-même en photo. Et la deuxième définition que j'aurais, c'est plutôt une photo qui te représente, mais je dirais qu'il n'y a même pas forcément... C'est un peu exotique comme définition, mais il n'y a même pas forcément besoin que le photographe soit dans la photo. Oui, c'est vrai. Ça peut être quelque chose de très personnel. Pour moi, par exemple, un autoportrait, on pourrait considérer que juste, je sais pas, je mets en scène des vêtements ou d'une certaine façon, et ça me représente tellement que je pourrais le considérer comme un autoportrait. Et bien sûr, il faut que ce soit moi qui fasse la photo et qui ait l'idée du concept de la photo, etc., de A à Z. Mais il n'y aurait même pas forcément besoin d'y avoir moi, ma personne ou mon corps dedans. Alors, c'est pas forcément quelque chose que je pratique, mais c'est quelque chose que je pourrais considérer comme étant un autoportrait. Et après, il y a des trucs un petit peu différents, comme on parlait des ombres. Par exemple, toi, je sais que tu fais beaucoup, toi, les photos de ta main, de l'ombre de ta main. Tu considères que c'est un autoportrait, ça? Non, pour moi, je le considère pas trop comme ça, mais c'est vrai que avec le challenge, là, le 31 thème Analog Challenge, le numéro 1, j'aime bien mettre autoportrait. Et c'est vrai que du coup, c'est intéressant de voir les visions de chaque personne. Et je sais qu'il y en a qui avaient mis justement une photo de leur ombre et ils considèrent ça comme un autoportrait. Pour moi, non. Enfin, personnellement, c'est pas parce que j'ai une ombre de ma main que c'est un autoportrait. Parce que du coup, je le pratique tellement d'une façon différente que je l'exclus. Mais oui, je suis d'accord avec ta deuxième définition. J'y avais pas pensé. Mais je pense que se représenter est un autoportrait. La façon dont où c'est fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que du coup, bah oui, c'est vrai que ouais, je sais pas, prendre en photo quelque chose qui te représente de ouf et tu sais que quand tu vois l'image, tu penses à la personne. Au final, c'est un autoportrait aussi. Et c'est intéressant de le concevoir comme ça. Tant que c'est toi qui prends la photo, effectivement. Sinon, c'est un hommage à quelqu'un ou un portrait. Parce que pour moi, c'est ça l'autoportrait. C'est le fait de se prendre soi-même en photo. C'est vrai qu'il y a aussi le côté d'avoir une intention derrière, mais même pas, tu vois. Si on parlait avec Fanny de la différence entre un selfie et un autoportrait, c'est vrai que pour moi, il a plus à but... En fait, aujourd'hui, il a même plus une vocation artistique, parce que pour moi, il a plus une vocation documentaire aussi. J'en suis arrivé là, c'est la question d'après, hein, c'est comment on est arrivé à faire de l'autoportrait. Pour moi, c'était important de se documenter sa vie, et se documenter soi-même, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais à l'ère du tout numérique, parce que c'est aussi mon métier, je bosse dans le web et tout, j'ai fait beaucoup de conférences là-dessus, sur justement la sobriété énergétique, sobriété du numérique et tout machin, on tend vers ces trucs-là, et c'est vrai qu'on a tendance à se prendre en photo beaucoup, à se montrer beaucoup, mais pas de façon durable, quoi. On se prend des photos avec nos téléphones de façon numérique et tout, on les regarde jamais, sauf si dans la famille on a des albums photos où justement on voit son évolution et tout. Je m'étais fait la remarque qu'en fait, maintenant un peu plus parce que ça m'intéresse, mais on me prenait pas forcément en photo. Et je suis un peu en mode, en fait, si personne me prend, moi j'ai envie d'avoir des photos de moi, et j'ai envie de voir mon évolution, et j'ai envie de marquer des moments de ma vie
c'est difficile qu'il soit capté par quelqu'un d'autre. Soit tu as quelqu'un dans ton entourage qui fait beaucoup de photos, tu vis avec quelqu'un qui fait de la photo et donc du coup il fait des photos, soit c'est dur de documenter son quotidien aussi. C'est un petit peu la malédiction du photographe, ça, il est jamais sur les photos. Voilà. On adore prendre des photos, on prend les photos des gens autour de nous, mais nous on n'est jamais nous-mêmes sur les photos, et donc effectivement si on veut être sur les photos, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc on fait de l'autoportrait. C'est pour ça que je pense que j'en suis arrivé là et je m'étais fait la remarque où je pense que dans mon entourage, je crois que j'ai un ami justement où je disais t'as pas des photos de toi à mon âge aujourd'hui, tu vois, genre il me disait non, c'était pas dans notre culture et tout de faire des photos, et je trouvais ça trop dommage. Je m'étais dit en fait j'ai envie de figer ces moments-là et de les avoir pour moi à l'argentique sur négatif, de se dire tu les as toujours et tout machin. Et dans ma famille on a une grosse culture de la photo de famille argentique, le fait de pouvoir, on peut encore voir des photos de mes grands-parents, de mes parents quand ils étaient jeunes et tout, et du coup c'était important pour moi de garder ce truc là et de me dire en fait dans 20 ans, 30 ans, on peut retrouver des négatifs de moi, et tu vois, les photos sont toujours là, on perd notre téléphone, les réseaux sociaux disparaissent demain, pour revenir au numérique, voilà, tout disparaît demain, moi j'ai encore mes négatifs et tout, et on peut toujours avoir une trace, et je trouve ça hyper cool de documenter une partie de sa vie que personne peut documenter. Donc ce que je disais, sauf si t'as quelqu'un dans ta vie qui partage la même passion que toi et qui est photographe et qui arrive trop bien à te documenter, c'est trop cool. Mais voilà, vu que quand on est tout seul, c'est cool d'essayer de le faire soi-même, et c'est un challenge aussi personnel d'arriver à retranscrire plein de choses. Et je pense que j'avais envie de ça aussi, c'est du coup montrer ce côté, essayer de le montrer, parce que je partage pas tous mes autoportraits, mais montrer ce côté hyper personnel et intime de ma vie aussi. Et arriver à le faire toute seule aussi, c'est un challenge technique, en plus de tout. Je sais plus où je voulais en venir, mais voilà, c'est un mélange de tout dans ma pratique, et j'en suis arrivée là parce que je pense que j'avais envie de faire de la photo. C'est un peu con, mais j'avais envie de prendre des gens en photo qui n'étaient pas forcément dispo, où je trouvais personne. Du coup, je me suis dit, merde, je vais pas m'empêcher de faire de la photo. Qu'est-ce que t'as sous la main ? J'ai moi-même. Donc autant me prendre en photo moi-même en plus de tout. Et puis en fait, après, j'ai commencé à kiffer ce truc-là et se dire, du coup, c'est quoi l'étape d'après ? Une fois que tu commences à techniquement te débrouiller, te dire, je fais quoi après ? Puis après, oui, ça se transforme en ce que je disais, en voulant documenter en fait mon quotidien. Montrer ou pas, c'est vrai, je commence un peu plus à les partager, mais montrer une partie de ma vie que je ne montre pas forcément, casser l'image qu'on peut avoir de toi sur les réseaux sociaux aussi, se montrer un peu plus vulnérable et dans son quotidien, parce que c'est vrai que moi, mon autoportrait aujourd'hui, il est principalement chez moi, sauf cas, on en parlera sûrement après, de la résidence qu'on a fait cet été, mais c'est vrai que du coup c'est chez moi, et j'aime bien me mettre en scène chez moi et aussi montrer des parties très intimes de chez moi. Voilà, je me suis un peu embrouillée dans mon discours, mais pour moi l'autoportrait c'est ça, c'est essayer de capturer un fragment de sa vie et de soi-même d'une façon ou d'une autre. Donc c'est souvent en se mettant en scène soi-même, grâce à soi-même, mais on en parlera sûrement après de justement l'autoportrait assisté, quelle est la limite et tout machin. Et voilà, pour moi aujourd'hui elle est devenue documentaire et des fois artistique, parce que du coup on en parlera dans la deuxième partie, mais le nu il est plus artistique que documentaire. Voilà, c'est quel est le but derrière ça et tout. Voilà, tout se mélange un petit peu, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une pratique que j'affectionne parce que du coup ça permet d'extérioriser. C'est la question d'après, c'est comment t'en es arrivé là et pourquoi tu fais de l'autoportrait. Ça permet d'extérioriser pas mal de choses et de figer pas mal de trucs. Mais bon, bref, on viendra à ça après. Est-ce que toi tu peux nous dire comment t'en es arrivé là Ouais, carrément. Moi j'ai commencé justement avec cet aspect documentaire. Parce que j'ai commencé à faire des autoportraits durant ce tout petit événement qui fut le confinement. Et en fait, le confinement, on va pas se mentir, moi j'étais tout seul chez moi, c'était une période pas top. Ça va, moi j'aimerais bien un petit confifi là. Et j'avais envie de documenter cette période-là. J'avais envie de continuer la photo. Je faisais déjà de la photo avant, mais j'avais envie de continuer la photo. Et j'avais personne sous la main. Et quand j'en ai eu marre de photographier les moindres recoins de mon appart, je me suis dit allez, je suis mon propre modèle, je vais essayer de faire des photos de moi. C'est quelque chose dont j'ai un peu horreur. C'est aussi une autre malédiction du photographe, d'être en photo. Ah oui. Qu'on me prenne en photo ou d'être moi-même, de me voir en photo. Donc c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant, mais là un peu, au début j'avais pas le choix quoi. J'avais pas le choix et je trouvais ça important, et donc j'ai commencé à me prendre en photo chez moi, voilà. Au début je tâtonnais.
J'avais pas un vrai propos artistique, loin de là. Je faisais juste des photos parce que j'avais envie de faire des photos avec ce qui m'entourait, avec des objets. J'essayais de retranscrire un petit peu ce que je vivais et petit à petit, au-delà de retranscrire ce que je vivais, j'ai voulu commencer à avoir un peu un côté artistique. Et là, il y a plein de raisons. Une des raisons que je pourrais mentionner, c'est que la photo de portrait, j'en faisais beaucoup avant, avec des gens, avec des amis principalement. J'aime beaucoup travailler avec des amis plutôt qu'avec des inconnus. De façon un petit peu peut-être égoïste, j'avais envie, les gens que je prends en photo, ils me disent ah bah tiens ça me plaît, je me plais, je m'apprécie sur cette photo, et j'avais envie de ressentir ça aussi moi face à une photo, ce que je ressens pas forcément si quelqu'un me prend en photo comme ça, et donc je me suis dit bah si j'y arrive avec les autres, peut-être que je vais y arriver avec moi-même. Bon spoiler, ça prend du temps et ça marche pas forcément, mais j'avais un petit peu cette envie là, et après, voilà, ça a évolué. J'ai commencé à tester des trucs. J'ai commencé à pratiquer le nu. On en parlera un peu plus dans la deuxième partie. À expérimenter, à tester avec du flou, à tester des parties de mon corps que j'aime un peu moins pour essayer de les apprécier. Tester des mises en scène pour lesquelles j'avais pas forcément l'habitude. Et au début, c'était vraiment en mode je fais des photos. J'avais aucune intention de les publier. C'était vraiment juste pour moi. Et après, je me suis dit, bah tiens, il y a peut-être un truc. Et après, je me suis mis à commencer à les publier. Et du coup, si tu pouvais nous dire qu'est-ce que ça t'apporte au final, parce que tu as dit pourquoi t'en faisais, comment t'en es arrivé là, mais qu'est-ce que ça t'apporte Ce que ça m'apporte, clairement, c'est d'apprendre à passer du temps avec moi-même. Parce que l'autoportrait, moi souvent ça dure le temps d'une pellicule. J'aime bien en fait faire une pellicule complète, donc 36 photos, voilà, des fois ça prend un peu de temps, des fois je la fais pas en entier, mais j'aime bien me dire bah tiens là c'est mon moment avec moi-même, sans aucune intention de résultat. J'ai pas du tout cet objectif de résultat, sinon je pense que j'en ferais pas des photos. S'il fallait que le résultat soit bien à chaque fois, clairement j'arrêterais d'en faire, mais c'est juste ce plaisir de réussir à passer un moment avec soi. Et au début je faisais juste 2-3 photos comme ça, et petit à petit j'arrive à me mettre dans un mood. Les 2-3 premières photos j'aime pas, et puis après je me retrouve un peu lancé dans ce truc là, et j'apprécie, et je me retrouve un peu dans un tunnel qui me fait oublier tout le reste. Et c'est cet instant un peu de flottement, complètement déconnecté du reste, des problèmes quotidiens, du taf, de la vie extérieure, quoi. Tu te retrouves avec toi-même, un boîtier, une pellicule, et une demi-heure, 1 heure à passer juste un bon moment avec toi-même. Et puis c'est l'instant qui est cool. Et après, peut-être avec un peu de chance, les photos sont bien. Avec encore plus de chance, tu vas avoir envie de les partager ou de les montrer à des gens. Mais ce qui compte avant tout, c'est le moment que tu as passé à faire ça pour moi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me parle, c'est le moment passé à le faire. Ouais, carrément, je suis d'accord avec toi, et je pense que je suis un peu pareil aussi. Ça nous permet d'extérioriser des choses aussi, qu'on a besoin, voilà, de se couper du monde, de se focus avec soi-même, parce qu'au final, c'est vraiment toi, ta technique, tes idées et ton corps. C'est pour ça que on peut même appeler ça une discipline au final, parce que tu dois tellement tout faire que du coup, des fois, tu passes plus de temps à galérer sur ton boîtier, et c'est ça qui est cool aussi avec l'argentique, c'est que ça rajoute un challenge et une contrainte technique, alors que le numérique, techniquement, je trouve ça plus facile dans le cas de l'autoportrait, parce qu'après tout se passe en post-prod, enfin voilà, c'est aussi du travail, mais c'est plus en post-production que sur le moment où tu vas galérer et tout installer. Mais ouais, c'est ce moment avec soi pour essayer de extoriser. Enfin, moi en tout cas, je sais que je suis plus comme ça aujourd'hui, c'est soit genre, je suis pas forcément très bien, ou je suis bien et j'ai envie d'essayer d'extérioriser quelque chose, sans forcément le penser avant, parce que quand tu te dis voilà, je suis anxieuse ou je suis triste, comment j'extériorise ça pour le montrer à l'image? Non, je me dis pas ok, je suis grave triste, je vais faire des poses de grave triste, et c'est juste que du coup ça se voit sur ma gueule, et c'est comme ça, et ça vient souvent après. C'est que du coup je me prends en photo sur ce moment-là, et après je vois au fait ok, effectivement ça va dans ce truc-là. Je pense à une série que je vais poster bientôt, où je me suis prise en photo, et en fait je l'ai appelé en mode oui, ce qu'on ressent avec de l'anxiété. J'ai plus le titre exact, mais
c'est que du coup, ça se voit pas forcément, mais je sais que moi, à ce moment-là, j'étais trop mal. Et du coup, en fait, ouais, dans les pauses, peut-être qu'inconsciemment, c'est ce qui me vient en tête Et aussi. toi, tu le vois en voyant les photos. Oui, tu je le pense, vois. ça se Et voit que c'est limite ça qui est plus important. En fait, moi, je me dis, peu importe comment les gens vont interpréter mes photos, celles que les rares que je publie, ça m'est égal en fait de comment les gens l'interprètent. Mais moi, quand je les regarde, et c'est avant tout pour ça que moi je le fais, c'est que moi, ça m'évoque des choses. Moi, ça me permet d'illustrer des choses. Et j'ai un peu la même façon de faire que toi. C'est que je me dis pas, tiens, j'ai envie d'illustrer ça. Mais par contre, ce jour-là, je suis dans tel état d'esprit et je vais me laisser guider par cet état d'esprit-là. Je vais un peu, c'est presque de l'automéditation, hein, la photo d'autoportrait, je trouve. À certains moments, on part un peu, alors je vais pas dire en transe, c'est pas ça fait un peu secte et c'est tout. pas à ce point-là, mais on est vraiment avec soi-même et notre ressenti ressort sur les photos. Et moi, les photos, si vous avez regardé les photos que je fais, elles sont quand même assez dark, on va dire. Voilà, ouais. Mais paradoxalement, c'est souvent des photos que je fais quand je vais bien. Oui, on en avait déjà parlé, mais ouais. non, on n'avait pas parlé en podcast, mais c'est vrai qu'on avait déjà eu cette conversation et je trouve ça cool. Ouais. Et Que justement, quand toi, t'es inspiré par plus quand tu vas bien. Après, moi aussi, je pense que plus je vais bien, plus j'ai envie de faire des photos et je suis inspiré et tout. Mais justement, c'est ce que je voulais dire avant aussi. J'ai un peu deux façons de faire des autoportraits. C'est soit je vais pas forcément très bien et ça me permet d'extérioriser et après je vais pas forcément mieux, mais au moins, je trouve que c'est important de marquer des moments où ça va pas forcément bien dans sa vie. Donc, je le fais à ce moment-là, mais il y a aussi des... j'ai une idée, je me fais chier. Souvent, il y a aussi ce côté-là, c'est que du coup, je me fais chier. Ma passion, c'est la photo. Il fait froid, il fait nuit. Qu'est-ce que je fais ? Je mets moi. Donc, je me mets moi et j'ai une idée qui me vient avec, je sais pas, dernièrement, c'était avec c'est pas un drap, là, le truc que tu mets, un rideau. Voilà. Voilà, je me suis dit, vas-y, je vais faire ça et tout. Et c'est un peu tes idées qui viennent un peu farfelues et tu te dis, voilà, du coup, je me mets en scène parce que je me fais chier et j'ai envie de faire quelque chose de créatif et du coup généralement tu commences un peu sceptique puis après voilà t'en fais une ou deux et après tu te dis bon allez je suis lancé et puis comme tu le dis très bien effectivement on fait pas ça pour avoir un résultat grave stylé parce que dans ce cas-là tu dis ok j'ai une bête d'idée et ça va nous permettre de faire la transition sur ça même si c'était pas la question directe de l'autoportrait assisté. Je pense que quand on a un truc très précis en tête et qu'on n'a pas envie de se foirer, là, on s'applique un peu plus, mais souvent, ça part d'un truc hyper spontané. Et je crois que Fanny le disait aussi très bien, c'est souvent pas très préparé, quoi. C'est soit on a envie d'extérioriser un truc, soit on a vu une inspi quelque part et on se dit, ok, on va le faire, soit on se fait chier. Enfin, moi, en tout cas, c'est souvent comme ça. Et quand j'ai des idées très précises d'autoportrait ou un truc que je veux vraiment construire, où je sais que je vais galérer un peu tout seul, c'est ce que j'ai fait là avec ce putain de voilage là. Je sais pas comment, oui, c'est ça, un voilage. Si je l'ai fait toute seule, j'aime bien le rendu, mais en fait, je suis pas satisfaite parce que techniquement, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire et je pense que du coup, l'étape d'après, ça va être l'autoportrait assisté où je fais le cadrage et tout ça et en fait, il y a quelqu'un qui va déclencher pour moi ou qui vient m'aider pour la lumière. On va en parler maintenant, du coup, ça pourra permettre de faire le lien avec la résidence qu'on a faite cet été. Du coup, cet été, j'en ai pas parlé, je crois, du coup. Je sais plus. Non, pas encore, ça aurait été dans le récap de l'année, mais cet été, on est parti avec Christophe et Benjamin dans une maison qu'on a louée pour faire une sorte de petite résidence. Donc, on est parti 3-4 jours tous les trois dans le but de faire de la photo. Pas forcément portrait ou quoi, hein, on est parti avec nos boîtiers et on s'est éclaté. Moi, j'avais pris des vêtements de chez Biche pour justement essayer pour une fois de poser dans les vêtements de Biche et de me prendre moi-même en photo en autoportrait. Et c'est là où on parle d'autoportrait assisté parce que du coup, j'ai fait le cadrage, j'ai fait la DA et tout machin, mais j'avais besoin de quelqu'un pour 2 personnes pour déclencher parce que même si il y a les techniques, on va en parler juste après, le déclencheur, le retardateur et tout, sur de types de photos un peu édito comme ça, c'est un peu compliqué de tout faire en même temps parce que tu dois te concentrer sur ta gueule, sur tes vêtements, sur tes machins. Vu qu'il n'y avait pas d'assistant supplémentaire et que ce n'est pas votre type de photo, la mode, c'était en mode faut tout faire et c'est très compliqué en plus de gérer sa propre gueule. Et en plus là, j'avais envie de tester le flash et du coup c'était cool d'avoir du coup de l'assistance sur ça. Du coup, c'est que du coup, il peut y avoir une personne qui gère les flashs, l'autre qui déclenche et tout, et c'est quand même intéressant d'avoir un regard en plus, parce que j'avais des idées très précises, mais j'avais besoin d'un coup de main technique, et après, quand est-ce qu'on en a refait aussi je sais plus si... Oui, j'en avais fait pour toi aussi, où tu avais des idées. Assisté, moi, ouais. Et c'est pas du tout incompatible avec le fait que ce soit un autoportrait. Moi, je trouve, au contraire, c'est juste un moyen technique de faciliter un petit peu le process, parce que le process est déjà suffisamment compliqué pour se mettre en scène, penser au truc. En fait, si c'est juste
quelqu'un de confiance qui appuie sur le déclencheur, ça reste un autoportrait. Et en plus, c'est... Bon, alors, effectivement, il faut que ce soit, je précise, quelqu'un de confiance parce que, en tout cas, dans ma pratique personnelle, peut-être pour les éditos de mode, c'est un petit peu différent, mais pour ma pratique personnelle, mes autoportraits étant très personnels, justement, je ferai pas ça avec n'importe qui. C'est le moment qui compte, comme je disais avant. Et donc, si j'autorise quelqu'un à rentrer dans ce moment-là, c'est quelqu'un qui compte pour moi aussi et que j'autorise à avoir cet aspect de moi et à vivre ça avec moi. Et si ça me permet d'obtenir un résultat un peu sympa, souvent ça va être plus dans la catégorie des autoportraits à démarche artistique, pas forcément à démarche exutoire, parce que là il faut que ce soit juste moi avec moi-même, parce que quelqu'un viendrait perturber le moment en fait. Oui, c'est clair. C'était plus dans le sens de voilà, pour une fois, ça peut arriver qu'on ait des idées précises et qu'après, techniquement, c'est compliqué parce qu'à l'argentique fait que on peut pas faire tout comme on veut et qu'on a besoin d'une personne pour cadrer et pour déclencher. Puis après, c'est intéressant, c'est que du coup, ça devient même limite un peu une sorte de collaboration. C'est que du coup, la personne a son idée pour son autoportrait, tu déclenches et en même temps, tu vas voir autre chose, donc tu peux aussi suggérer quelque chose et ça se transforme un petit peu en collaboration d'autoportrait et c'est ce qu'on a fait un peu à la résidence aussi, c'est que du coup, on sentait l'autre qui faisait des trucs et du coup ça nous inspirait aussi à faire d'autres choses. Et c'est vrai que du coup ça, avant de parler des inspirations et tout ça, on peut parler un peu technique. Et c'est vrai qu'on avait parlé de quelques procédés avec Fanny dans le premier épisode sur l'autoportrait, mais du coup c'est aussi une autre technique d'en faire. C'est que du coup si t'as pas de déclencheur souple, si t'as pas de retardateur, si t'es au moyen format, que tu veux faire de la double expo, parce que du coup oui on a fait aussi sur ça me fait penser à ça. Voilà, j'ai fait une photo où je voulais faire une double expo de feuillage et de mon corps à moi. De dos, elle est sur Insta, la photo. Et du coup, j'aurais pu la faire. Du coup, mais de dos, en fait, non, j'aurais même pas pu la faire parce que j'ai fait la première, le feuillage, c'est facile. Mais l'autre double expo, j'aurais dû mettre sur un trépied avec déclencheur à poire long, là. Genre en mode... non, c'est trop la merde, se cadrer bien et tout pour être au milieu. Et du coup, j'étais en mode t'étais là et j'étais en mode. À la 14e tentative, t'aurais réussi, mais. Oui, voilà, fait chier à l'argentique. J'étais en mode j'en ai fait une et j'étais un peu en mode voilà, j'ai mon idée. J'ai dit à Christophe, vas-y, prends mon boîtier, je me mets là, fais la photo comme ça. Et puis on n'en parle plus. Après, tu m'as dit pour la lumière et tout, on a un peu réfléchi sur ce truc-là, mais j'avais besoin que quelqu'un d'autre prenne la deuxième photo parce que c'était plus facile. Donc, c'est aussi une façon, je trouve, de commencer à s'y mettre. Autre de oui, effectivement, quand c'est très personnel, c'est dans ton quotidien et tout, c'est sûr que je suis chez moi, je fais des trucs un peu documentaires, je prends mon quotidien et en fait t'es derrière à déclencher, c'est clair que ça casse le moment. Mais quand on a des idées comme ça, plus à vocation artistique, où tu te dis bon, j'ai une idée qui est cool, j'ai vraiment envie que ça sorte bien, pourquoi pas demander à quelqu'un. Et c'est cool aussi de commencer, pas forcément commencer avec ça, mais c'est vrai que si tu veux changer un peu ta pratique et tester des trucs, c'est cool de se dire qu'il y a aussi cette option-là, auquel je n'avais pas forcément pensé de base. Donc après, dans les autres techniques, on ne va pas revenir sur ce qu'on avait dit avec Fanny, mais la technique de base, c'est vraiment le retardateur sur le boîtier. Tu mets ton retardateur, tu as 10 secondes pour faire ta photo, c'est speed, mais ça se fait. Le déclencheur traditionnel, mais qui est relativement court. Et après, il y a un autre type de déclencheur, c'est le pneumatique. Donc avec la poire, là j'ai dit poire, mais c'est le pneumatique, où justement il va jusqu'à 10 mètres, 5 à 10 mètres. Ouais, 5, ça dépend 5 mètres. Donc voilà, lui il est un peu plus onéreux, mais c'est quand même pratique parce que du coup tu peux te mettre plus loin et tout machin. Pour aller avec le déclencheur souple, on fait très vite parce que je pense qu'on en a parlé, moi ce que je fais, parce qu'on m'a reposé la question il n'y a pas longtemps. Donc c'est pour ça que je tiens à en reparler. Le déclencheur souple qui est court, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je mets un objectif grand angle. Comme ça je peux être plus près du boîtier. Et après, il y a l'autoportrait assisté, si on peut considérer ça comme une technique. Et il y a aussi un truc que je connaissais pas, que tu nous as parlé à la résidence, c'est ton retardateur externe. Ouais, c'est ça? Ça s'appelle comme ça? Je sais pas. Alors, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais c'est un petit boîtier qui se branche au bout d'un déclencheur souple. Et grâce à un petit mécanisme d'horloge, c'est un minuteur en fait, mais un minuteur mécanique, et qui vient appuyer à votre place sur le déclencheur souple. Et là, tu peux choisir de faire un peu plus long que 10 secondes. Tu peux choisir la durée que tu veux, ouais. Et après, moi j'aime bien en fait le retardateur, que ce soit retardateur mécanique ou dans le boîtier. Ce truc-là, oui, parce que je fais parler en même temps, mais ça se trouve plus en brocante.
Genre neuf, ça Ah ouais, existe non, ça pas existe plus vraiment. neuf. Ouais, Voilà. je pense pas que ça On existe n'a pas neuf. cherché en fait. Et il faut chercher en brocante, mais ça se trouve pour rien, hein. Et souvent, les gens, ils savent même pas ce que c'est Ou quand sur ils te le le bon vendent. coin peut-être. Ou sur aussi. le bon coin, ouais. Et c'est assez Ça facile permet à de trouver. compenser un boîtier qui n'a pas de retardateur ou le retardateur est cassé. Parce qu'on m'avait posé la question et ça m'était sorti un peu de la tête. C'est vrai qu'il y a ce truc-là que pas grand monde connaît. Ouais. Il Et suffit qui que le coûte pas cher. boîtier ait une entrée pour déclencheur souple. Et ça se met au bout de n'importe quel déclencheur souple et ça vient appuyer à votre place. Voilà. Et c'est pas mal. Mais petite anecdote par rapport au retardateur, justement, moi j'aime beaucoup travailler au retardateur plutôt qu'au déclencheur. Parce que j'ai aussi une poire là, enfin un déclencheur pneumatique. Et j'aime beaucoup travailler au retardateur parce que souvent. Ça fout la pression. Ouais, et souvent, j'ai pas l'idée de la photo que je vais faire avant d'appuyer sur le ouais, déclencheur. ok. Ouais. Et je trouve l'idée dans les 12 secondes, je crois, ou 10 secondes, ouais, c'est 10 secondes sur mon Canon, là. Je trouve l'idée de la photo. Et justement, c'est grâce à ce temps-là que je suis... En fait, j'ai pas le temps de créer un truc out of the blue comme ça. Oui, mais tu le crées avant. Enfin, moi, je le crée avant de. Je crée la tendance générale de la série ou de la photo que je veux faire. Je crée l'environnement, tu vois, s'il y a un décor ou un truc. Mais plus pour la pose, pour l'expression faciale, si jamais on voit mon visage, ou pour le type de mouvement, si jamais c'est du flou. Et ben, je vais l'improviser. Et justement, ça aide à faire ressortir un truc vraiment spontané, une émotion vraiment spontanée. Que tu ressens à ce moment-là sans avoir le temps de réfléchir plus loin à un truc hyper élaboré, hyper oui, c'est vrai que recherché. t'as raison. C'est vrai que moi j'ai plus tendance à faire l'inverse parce que je sais que j'ai 10 secondes. C'est vrai que ça dépend de si je veux composer un peu un truc ou quoi. C'est vrai que des fois je m'en fous et je peux faire sans réfléchir, ou en fait à l'inverse je m'entraîne un peu avant en me disant bon, voilà, c'est ça la pose que je veux faire, et après de toute façon tu le casses parce que dans tous les cas tu t'entraînes. Et après, il faut que tu ailles appuyer sur le déclencheur. Donc, dans tous les cas, tu es un peu en mode merde, qu'est-ce que c'est exactement? Puis après, tu es dans ta tête et tu es là en mode putain, les 10 secondes, elles sont passées et ça se voit sur ta gueule. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est un peu chiant pour les dernières que j'ai faites. Effectivement, c'est pour ça que là, j'ai besoin de le faire assister parce que du coup, j'ai des idées et des poses et tout. Et c'est juste que le côté, il faut que je cours pour appuyer sur le truc, puis après que je recours pour me mettre. Du coup, ça casse ta vibe et c'est moins cool aussi. Et donc ça, c'est plus le côté technique sur le boîtier. Après, pour la réalisation, je pense que moi, mes techniques, elles n'ont pas forcément évolué, à part le fait de demander de l'aide quand j'ai des idées précises. Mais je travaille beaucoup avec des miroirs pour voir l'expression que je renvoie aussi. Qu'est-ce que j'ai pu... Je me souviens plus de ce que j'ai dit dans le premier, mais après, on finit par connaître ses boîtiers, connaître les conditions lumineuses chez soi, pas hésiter à... Enfin, nous, on fait tout à la maison pour le noir et blanc, donc ça nous permet de tester des choses, de monter en ISO plus facilement. Moi, j'ai tendance, pour faire la mise au point, mettre des objets à la place de là où je vais me mettre. Bien regarder, c'est vraiment dans le seul cas où je regarde la distance sur l'optique, c'est pour faire la mise au point. Donc, je peux sortir le mètre quand j'ai un doute. T'as l'air un peu con, mais je mesure littéralement la distance entre le boîtier et moi-même ou l'objet. Comme ça, je sais que je mets un peu la distance exacte. Et oui, si c'est possible, rajouter beaucoup de lumière pour avoir la plage de netteté la plus grande possible. Parce que c'est sûr que quand tu es ouvert au max pour rentrer un max de lumière, après, ta zone de netteté, elle est plus faible. Et du coup, c'est plus compliqué de faire une mise au point. Tu as plus de chances de te foirer à f2.8 sur ta mise au point qu'à f8. Quoi. Mais ça vient avec la pratique et les tests. Et après, même pas investir dans du matos parce qu'au final je vous emprunte des lumières quand j'ai besoin, mais c'est surtout que du coup j'allume toutes les lumières de chez moi. T'as l'air un peu con parce que tu retournes tout ton appart, t'allumes toutes les lumières de ton appart, mais ouais, rajouter plein de lumières, ça permet de voir plus clair et de travailler là-dessus. Et c'est vrai que à part les miroirs où justement on peut se voir bien, ou après se prendre en photo dans un miroir, c'est ce qu'on disait avec Fanny aussi, c'est du coup mettre en scène le boîtier en plus, ça peut être rigolo en plus d'esthétique. Puis après, j'ai pas forcément de grandes techniques. Je sais pas, toi, est-ce que tu as des trucs en plus avant d'enchaîner? Moi, j'ai un fidèle assistant pour la mise au point, qui est un torse de mannequin sur lequel... C'est trop bien, c'est mieux qu'une peluche. Eh oui. Bébé Yoda, quoi. Les jours où je suis très motivé, je gonfle un ballon de baudruche et je lui mets à la place de la tête. Ah oui, carrément. Et comme ça me représente... ça me permet de faire la mise au point un peu plus facilement. Parce que sinon, oui, c'est ça le plus difficile. C'est avoir une mise au point correcte, un cadrage correct. Mais bon, après, il y a beaucoup de déchets aussi. Hein.
et le nombre de photos qui sont pas cadrées correctement, où il manque un bout, ou c'est ou pas qui net. sont ratés et tout, t'es un Mais peu bon. ouais. Après, des fois, la mise au point ratée, ça peut donner des trucs cool. Hein. Moi, je sais que des fois, c'était pas fait exprès, que ce soit pas très net, et au final, je trouve ça cool. Je peux prendre en exemple à la résidence, justement, je me suis pris en photo dans le reflet d'un miroir avec... je l'ai mis en story, mais je l'ai pas posté parce que du coup, j'ai pas envie de me faire striker, on en parlera juste après, où je suis topless dans ce reflet de miroir. Il y a la lampe, il y a le décor et tout, et en fait, c'est dans un tout petit miroir où on voit un bout de ma poitrine, et en fait, la mise au point n'est pas faite sur le miroir. Donc du coup, on peut penser... C'est toi qui m'avais fait remarquer, je crois d'ailleurs. C'est que du coup, on peut penser que c'est un tableau qui est déjà là. C'est que c'est pas forcément moi. Et donc du coup, la mise au point, elle est ratée involontairement. Mais au final, c'est stylé quand même. Et je pense que j'en ai plusieurs comme ça où c'est pas hyper net. Et en fait, c'est Des fois, il y a des très bonnes surprises. surprises. Hein. Et c'est ça le plaisir de l'argentique aussi, hein, c'est que comme on n'a pas le résultat immédiat, la surprise, elle intervient au moment où tu dev, et là tu te dis, ah tiens, j'avais pas du tout pensé à ça. Faut pas croire que 100% des photos sont prévues et le résultat est exactement ce que j'avais en tête au moment où je l'ai faite, mais des fois, des super bonnes surprises, et puis après, ça amène à travailler peut-être dans un second temps. Un truc qui, la première série est ratée, et en fait va te donner une idée pour une seconde série après, où tu vas travailler ce point raté pour en obtenir quelque chose de plus intéressant. Puis au final, l'autoportrait, c'est comme n'importe quel type de photo. Ça vient pas du premier coup. Il faut tester des trucs, et tu fais une fois, tu vois ce que t'as pas fait de bien, puis la prochaine fois tu corriges un peu ce que t'as fait, puis en fait ça dépend de plein de choses aussi, ça fait partie du jeu. C'est que des fois ton boîtier peut avoir un problème, ou tu peux pas être dans le mood, ou en fait t'as oublié un truc. Voilà, ça arrive de se foirer, puis en plus en faisant des trucs maison, tu peux foirer le dev. Enfin, il peut se passer plein de trucs, et en fait t'apprends, et c'est à force d'en faire que tu t'améliores et que tu découvres des trucs. J'ai pas eu toutes les techniques du premier coup. Franchement, les tout premiers autoportraits, je pense qu'il devait tout se rater, la mise au point devait être ratée. Puis en fait après, ce qui est dur aussi, c'est que on fait ça pour le moment, c'est ce que tu disais très bien, on kiffe le moment et tout. Je crois que j'en parlais avant, je sais plus à qui j'en parlais, ou si j'ai parlé dans un podcast. C'est chaud, déjà, il faut arriver à s'installer, à avoir une idée, à faire la photo et tout. Déjà, tu passes un bon moment, t'as déjà gagné une partie de la bataille. Après, tu développes et tout, ça sort plus ou moins ok. Ça, t'as gagné une deuxième, et après que tu sois satisfait du résultat, là, c'est l'étape finale. Je pense que je vais parler pour la photo en général, mais l'autoportrait, c'est encore plus comme ça. On le fait avant tout pour le moment. Si la photo elle est réussie, c'est encore mieux. Bien sûr que c'est frustrant qu'on a passé 4 heures et que nos photos elles sont dégueulasses, mais au final on fait pas ça pour ça, et après on apprend à accepter moi je sais que l'autoportrait ça m'a permis ça aussi, c'est de m'accepter comme je suis physiquement. C'est genre, je suis comme ça, tu vois. Après on peut s'embellir, travailler sur plein d'aspects, voilà, physique, autre, comment on est habillé, comment on est maquillé et tout machin, comment on se met en scène. Mais mon corps, il est comme ça, et ça va nous permettre aussi d'enchaîner sur le côté nu et tout. Pourquoi on en est arrivé là aussi, on est comme ça, et ça m'a permis de m'accepter moi en tant qu'individu. Et après, l'autoportrait me permet aussi de savoir comment on est devant un appareil photo, du coup, et du coup comment on va l'appliquer avec d'autres gens quand tu fais du portrait. C'est que du coup, ça poser aide pour soi-même, ouais. et après pour poser pour d'autres aussi, tu te mets dans la place de la personne que tu prends en photo, et du coup ça t'aide aussi à se mettre à la place de l'autre. Et moi, ça m'aide au quotidien, l'autoportrait, de juste m'accepter comme je suis, et accepter l'image que je peux renvoyer ou pas, et la contrôler aussi. C'est que du coup, on contrôle l'image qu'on renvoie, parce que du coup, on sait quel côté on est le mieux, quel profil nous rend mieux, et on peut se mettre en scène pour montrer des choses qu'on voit pas d'habitude aussi. C'est ça qui est cool. Je m'égare, c'était pas... Je sais plus. Mais en tout cas, je rebondis juste sur la partie de ce que ça nous aide par rapport aux photos des autres. C'est que moi, je continue de faire de la photo d'autres humains. Et le fait de faire des autoportraits m'aide énormément dans cette pratique-là, parce que je sais ce que c'est maintenant d'être de l'autre côté de l'appareil photo. Et il y a des choses que je fais plus, il y a des choses que je fais différemment. Et c'est une pratique qui m'a apporté énormément. Et ça permet de travailler ça en s'enlevant une bonne partie de la pression, parce que quand on fait des photos avec des gens, moi je me mets la pression parce que j'ai envie que le résultat soit bien, j'ai envie de faire plaisir à la personne qui a donné de son temps, parce que je fais que des collaborations, donc c'est jamais rémunéré. Donc la personne en face, même si c'est la personne la plus bienveillante du monde et qu'elle me dit non, il n'y a pas d'obligation de résultat, moi j'ai envie de donner quelque chose à la fin de la séance, que la personne puisse repartir. Ouais, mais t'es pas garanti que la personne apprécie ce que tu veux. Alors déjà c'est pas garanti, mais en plus il y a cette partie là de si en plus je foire le dev, si les photos sont nulles, etc. Alors que quand tu es avec toi-même, ça t'enlève
toute cette partie-là de pression. Si c'est pas bien, tu recommences le lendemain, tu seras toujours disponible. Si les photos te plaisent pas, tant pis, c'est pas grave, t'as passé 1 heure à faire des photos, mais ça te plaît pas, c'est pas grave. Et ça allège quand même l'esprit de le faire avec soi-même. Mais je trouve ça intéressant parce que tu dis aussi, je voulais pas forcément qu'on aborde ça, mais tu dis en mode si elles me plaisent pas, tant pis, les photos de toi-même. Mais en même temps, moi j'ai réussi à passer ce truc-là, c'est pour ça que des fois c'est cool de le montrer à son entourage, pas à tout le monde du premier coup, mais j'aime bien te montrer mes autoportraits ou le montrer à d'autres potes. C'est justement, même si moi je m'apprécie pas physiquement sur cette image-là, elle peut être intéressante pour d'autres raisons. Et du coup, je les montre quand même, et je demande pas forcément un avis, mais je les montre quand même. Parce que je me dis, bon, ok, je m'apprécie pas sur cette image, mais c'est pas pour autant qu'elle dégage pas un truc, qu'elle apporte pas quelque chose. C'est qu'après, il faut arriver à se détacher, et ça va dans la question de comment notre pratique, elle a évolué. Moi, aujourd'hui, j'arrive à me détacher de genre, je fais pas de l'autoportrait pour être belle, tu vois. Je veux pas me dire en sortie de photo de, ok, je suis magnifique. Des fois oui, des fois non, mais c'est pas mon but principal de la photo. Je fais pas des photos de moi parce que je me trouve belle et que j'ai envie d'immortaliser ma beauté. Non. C'est genre, ok, je suis belle, mais bon, c'est ça notre sujet. Mais c'est pas la vocation de l'image. C'est genre, je veux soit documenter, soit expérimenter un truc. Bref, toutes les raisons qu'on dit avant. Si en plus je me trouve belle sur l'image, c'est cool. Mais de base, c'est pas le but. Et je le dis. Et je suis comme ça quand je pose pour quelqu'un aussi. C'est genre, même si moi, je me trouve pas belle sur l'image, peut-être que le photographe, la personne qui a fait la photo va trouver l'image belle ou va me trouver belle dessus, on s'en fout. Tant que l'image plaît au photographe, si je suis modèle dessus, moi ça me va, même si je m'apprécie pas dessus. Et l'autoportrait, c'est pareil, c'est exactement pareil. C'est si je m'apprécie dessus, c'est tout bénef. Et bien sûr que je vais la poster si je m'apprécie, mais même si je m'apprécie moins, je vais me dire est-ce qu'il n'y a pas autre chose, et du coup je vais demander des avis, un regard extérieur pour appuyer le propos. C'est qu'il y a peut-être d'autres choses à montrer sur l'image que juste ma tête et les conventions de beauté traditionnelles. Et je voulais qu'on parle un peu de nos idées, nos inspi, avant de faire la transition. Ça, c'est un peu mélangé dans l'ordre, mais est-ce que toi, tu as des choses qui t'inspirent un peu plus Comment tu te dis... Enfin, on en a déjà parlé un petit peu, mais voilà, est-ce que tu as des idées, des inspirations qui viennent d'une source un peu particulière ou... Alors, j'ai énormément d'inspiration, on va dire, mais c'est pas dans le sens où je vais essayer de reproduire forcément les photos de quelqu'un en particulier. Et dernièrement, il y a Paul Napo qui a fait une vidéo sur l'autoportrait dans laquelle il y a quelques-unes de mes photos, et je l'en remercie. Et c'est ce genre de vidéo qui m'inspire énormément parce que il a vraiment montré toute la diversité de l'autoportrait et toute la diversité de ce que les gens peuvent apporter à cette pratique-là et toutes les façons différentes de voir la pratique de l'autoportrait. Et c'est ça ce qui m'inspire, c'est de voir tout ce qu'on peut faire, tout ce que ce médium peut apporter. Et après, ce qui m'inspire aussi, c'est la technique. Alors ça, c'est peut-être un petit peu mon côté cartésien. Ingénieur, ça. Mais ce qui m'inspire, alors je fais beaucoup de photos avec des vieilles pellicules russes périmées, de la Sphema, pour ceux à qui ça parlera. Et souvent, je vais créer à partir de ça. Je vais faire une première pellicule et je vais voir comment elle ressort. Si elle ressort avec plein de taches, si elle ressort un jour, j'ai une pellicule qui est ressortie avec des fractales comme ça, que des formes de fougères sur les photos. C'est stylé, ça. Et en fait, je vais créer à partir de ça. Ça va être une inspiration matérielle en quelque sorte du support en lui-même qui va me donner des idées de comment le convertir après en quelque chose d'artistique ou comment exprimer à travers ça l'idée que je vais avoir envie d'exprimer. Et on va essayer de citer quelques noms. Je sais que tu en as noté parce que du coup c'est intéressant. Il y a plein de photographes qui travaillent sur l'autoportrait. Je sais que t'aimes bien t'inspirer d'autres photographes pour essayer de reproduire le procédé ou l'idée en tête. Est-ce que tu peux me donner deux, trois personnes Après, je vous invite à aller voir le compte Insta, forcément, pour avoir les exemples. Voilà, alors j'en ai noté deux, mais il y a beaucoup plus de monde dont j'admire le travail. On a Shannon Tomasic qui fait des autoportraits vraiment très très beaux, avec ce côté en plus technique parce que ça va être des photos très sous-exposées sur des pellicules couleurs très granuleuses avec souvent un setup très simple, c'est souvent juste une lampe, il n'y a vraiment pas grand chose, il y a un lit, une lampe, une pellicule sous-exposée et son corps à elle. La plupart des photos ça va pas plus loin et pourtant c'est des photos qui dégagent énormément de choses sur lesquelles on peut projeter plein d'émotions. Chaque spectatrice pourra projeter des choses dedans. Et une française, Angélique Boissière, qui fait des autoportraits
très très esthétique, dont j'adore le travail. Qui se met en scène pour essayer de décrire. Et Elle c'est beaucoup des jeux de miroir avec son boîtier, Ouais. des jambes ou des croisés de elle avec d'autres modèles et tout. C'est assez intéressant comme c'est vraiment comme très très pratique, beau. ouais. C'est quelque chose que je n'arrive pas à faire, donc je la citerai pas forcément comme une inspiration pour mon travail parce que j'arrive pas à faire ce genre de mise en scène, hein. Les photos dans les miroirs, toi tu le fais très très bien, et moi c'est quelque chose que je fais assez peu parce que je sais pas, Parce je qu'il faut n'arrive avoir un pas. décor aussi qui Ouais, fait que il faut un décor qui va bien. Moi, j'ai pas forcément un appart très pour l'instant. photogénique, on va dire. Mais en tout cas, Angélique Boissière le fait vraiment très bien. Elle met en scène son appareil photo, son trépied, elle-même. Et un miroir, parfois un miroir brisé, et le décor environnant, parfois des personnes. Elle se met en scène également avec d'autres personnes. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi peu ou pas du tout fait en fait, de me mettre moi-même en scène avec des gens, des autoportraits accompagnés, on va dire, si on peut les appeler comme ça. C'est quelque chose qui m'intéresserait de tester, mais que j'ai pas encore eu l'occasion de faire. J'ai pu l'oublier. C'est Francesca Woodman, qui est une artiste incroyable. Mais je vous invite vraiment à aller voir son travail, c'est magnifique. Elle s'est mise en scène dans des environnements. Là encore, l'environnement a une grosse part dans ses photos. C'est des environnements souvent délabrés, du papier peint déchiré, des pièces un peu avec du vieux parquet, de la poussière, etc. Et effectivement, et je pense que c'est la première fois que j'ai réellement fait ce travail-là, c'était de transposer ces photos avec mon corps à moi. Et évidemment, et on pourra détailler un petit peu plus après, mais c'est une pratique que je trouve très intéressante et qui est assez difficile, c'est de transposer des photos avec un corps féminin, avec mon corps à moi, qui est un corps masculin. Et en fait, le rendu n'est pas du tout le même, mais c'est une pratique photo intéressante. Et je l'ai également fait avec certaines de tes photos, avec ta permission, bien sûr. Et c'est une pratique que j'ai trouvée hyper intéressante pour voir un peu ce que ça pouvait donner et sortir un peu des clichés. Toi, tu avais fait, tu m'avais envoyé quelques autoportraits, et je me suis dit, tiens, je vais essayer de les reproduire quasiment trait pour trait, pas dans le but de les publier, mais juste dans le but de cette démarche presque de recherche scientifique ou artistique, de reproduire trait pour trait une photo en la transposant avec mon corps. C'est bien parce que tu fais un peu la transition pour l'après. C'était du coup quelle est l'étape d'après, parce que du coup on commence par par tâter des trucs, tester des trucs un peu simples, on se met en scène chez soi et tout machin, on va chercher des inspirations à droite à gauche, comment on évolue dans notre pratique de l'autoportrait. C'est vrai que du coup j'ai beaucoup changé entre l'épisode de Fanny et aujourd'hui. C'est vrai que ça passe par regarder le travail des autres, expérimenter des choses, puis après d'avoir envie d'aller toujours plus loin. Et l'étape d'après pour moi, ça a été de commencer à poser nu, parce que du coup c'est pas la même approche, c'est un regard différent. Faut accepter son corps aussi un peu plus, parce que du coup l'autre partie c'est s'accepter son visage, mais du coup là c'est l'étape d'après, arriver à le mettre en scène aussi, à cacher des parties. Après on peut commencer, moi j'ai pas commencé nu, j'ai commencé semi-nu, puis après tu peux te dire vas-y pourquoi pas essayer un peu plus loin. Et puis avant de faire tout ça, c'est vrai qu'on m'avait posé la question. C'est vrai que c'est plus simple dans nos cas parce que du coup on fait presque tout nous-mêmes, donc on peut se permettre de tester des trucs et se dire il y a que nous qui les voyons, au moins il y a personne d'autre qui peut nous juger sur ça, et ça nous permet d'être un peu plus tranquille en disant je scanne moi-même, donc on va pas scruter chaque corps. Et comment moi j'en suis arrivée à poser nu, c'est je pense toi qui m'a un peu plus inspiré sur ce truc-là, parce que c'est vrai que j'en vois un peu sur les réseaux et tout, mais je m'étais jamais forcément posé les questions. Et c'est vrai que ça a un peu commencé avec la résidence, parce que je sais que t'en faisais aussi, et que du coup je me suis dit pourquoi pas essayer, et aussi de se faire guider. Et c'est l'étape d'après d'acceptation de soi. C'est que pour moi dans la pratique, j'en ai déjà un petit peu parlé, il y a aussi apprendre à s'aimer, à passer un moment avec soi, et c'est aussi s'apprécier physiquement. Et du coup ce côté-là, c'est vraiment l'étape d'après. C'est ok, tu t'acceptes ta tête, mais accepter ton corps comme il est, c'est aussi autre chose. Et donc du coup c'est quand même un délire de s'apprécier. Et c'est vrai que cette pratique-là, elle permet aussi de se voir différemment et de travailler différemment. Et encore une fois, c'est comme pour les premiers autoportraits où je disais qu'il faut apprendre à se dire ok, on est comme ça. Là c'est pareil,
C'est genre en mode, je suis le sujet, mais j'essaye de me détacher, de pas me dire, c'est pas moi sur la photo, tu vois. Enfin, je sais que c'est moi, mais en même temps, le but, c'est pas de me valoriser, c'est de me montrer comme je suis. Donc après, il y a un gros travail de selon les moments, ton corps, il est plus ou moins bien et tout machin. Et après, c'est de travailler avec comme support d'expression et le voir plus comme, pas comme un objet, mais ouais, un vecteur de choses et de ramener aussi le corps au corps. Et je pense que c'est pour ça que tu fais ça aussi. C'est se dire qu'au final, un corps, c'est juste un corps, peu importe. Et je trouve ça cool aussi qu'on voit tes images et de les partager. Ça va dans les questions qu'on a après. Pourquoi le nu et comment on le partage. Mais du coup, c'est cool de voir la diversité des corps, même si je pense que le mien ne représente pas du tout la diversité. Mais c'est oser le montrer et oser aussi désexualiser, désexualiser un corps, et surtout un corps féminin aussi. C'est que du coup, dès qu'on voit un bout de fesse, un bout de sein, un bout de téton, du coup, oh mon Dieu, va des rétro-satanas, faut pas montrer ça parce que ça. Alors que non, c'est juste un corps, et ça peut être un corps qui permet de faire de l'art sans qu'il y ait de connotation ou autre derrière. C'est pas parce qu'on fait on aurait pu le dire, on va en parler aussi. C'est pas parce qu'on fait de la photo nue qu'on fait des nudes, quoi. C'est la volonté derrière, elle est complètement différente. C'est le but, il est pas sexuel du tout. C'est juste que du coup, on a envie d'aller plus loin. Et là, ça passe par chez moi, parce que du coup, je suis chez moi. Mais si tu disais tout à l'heure, voilà, j'ai pas testé cette chose-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, ça pourrait être cool de le faire en nature, dans d'autres environnements aussi. Après, le faire en assisté, on l'avait fait un petit peu aussi, c'est du coup s'ouvrir aux autres et accepter que du coup, on nous prenne en photo, qu'on déclenche alors qu'on est nu aussi. Il y a tout, je suis en train de m'embrouiller dans les propos, mais voilà, pour moi, c'est ça l'évolution d'après. C'est du coup ne pas se mettre de barrière, c'est se dire, voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire ce type de photo là, je suis seule, je vais pas m'empêcher de le faire et je vais essayer de le faire aussi. Et c'est vrai que ce côté photo nue aujourd'hui, à part le côté de je m'accepte moi comme je suis encore plus qu'avant, je pense que je suis solide dans mes pompes grâce à cette pratique là aussi, mais c'est aussi essayer de désacraliser tout le corps et la sexualisation qu'il y a derrière. Et j'ai fait un monologue beaucoup trop long sur ce truc là, je vais te passer le micro pour que tu me dises ce que t'en penses. Après toi tu fais presque que ça. Ouais. Moi, en fait, le nu, il est arrivé très très tôt dans ma pratique de l'autoportrait, et il est aussi arrivé parce que au début, j'avais pas du tout l'intention de les publier, ces images-là. Comme je disais, j'ai commencé pendant le confinement, c'était juste avec moi-même. Et en fait, très très tôt, je me suis aperçu que si j'étais habillé sur les photos, moi, ça me distrayait en regardant les photos, parce que suivant... Malheureusement, on va dire, dans notre société, en fait, le vêtement est une grosse marque de plein de choses, du statut social, de l'humeur, de la mode, il y a énormément de choses qui sont portées par les vêtements. Puis je trouve que ça, désolé de te couper, je trouve que ça, le vêtement rajoute un truc à la mise en scène aussi. Tu peux dire que tu t'habilles en fonction du décor et du machin, alors que le fait de pas en avoir, oui, effectivement. Et moi, je suis pas du tout dans cette photo de mode ou de choses comme ça, et donc je suis très mauvais à mettre en scène des vêtements, et donc me prendre la tête à devoir trouver une tenue, c'était trop compliqué en fait pour ce moment-là que je voulais juste passer avec moi-même. Et donc en fait, au début, vraiment le nu, c'était juste la solution de simplicité, de facilité. J'étais avec moi-même. J'avais pas envie de me prendre la tête à essayer de trouver tiens, je vais mettre un pull, une chemise, un truc pour aller bien, et du coup je mets juste rien, et je suis nu sur mes photos. Et c'était vraiment ça la première étape. Parce que t'avais déjà un rapport avec ton corps qui était simplifié. Parce qu'il y a quand même un passage de déjà faut se prendre en photo soi-même, ça peut être compliqué, juste soit son corps, enfin sa tête et tout, à le faire tout nu. Enfin, il y a quand même un monde d'écart. Je pense qu'il faut d'abord être solide et mais OK avec soi-même pour le faire nu. Ces photos, je devais les montrer à personne de base. Et juste moi et mon corps, je le mais même connais. Sans les montrer, moi avant de le faire, bien sûr. Je ne l'aime pas forcément mon corps. Je pense que je suis un peu comme toi. Enfin, je suis un peu dans la moyenne, on va dire. J'ai rien de spécial. J'ai pas un corps extraordinaire. Voilà, je suis juste dans la moyenne. Et je trouvais ça intéressant aussi de montrer. Alors ça, c'est pour la partie où j'ai commencé à les publier, mais montrer justement un corps dans la moyenne.
parce que, alors là-dessus, et je trouve ça intéressant d'en discuter justement avec toi, c'est que les photos d'hommes ou de femmes, enfin de corps masculins ou de corps féminins, n'ont pas du tout la même audience ou ne sont pas du tout perçus de la même façon dans la société. Effectivement, comme tu disais, le corps féminin, il est tout de suite sexualisé. Sur les réseaux, c'est sexualisé. Tu vas te prendre peut-être des commentaires à la moindre photo que tu vas poster. Surtout striker dès qu'il y a un bout de fesse, quoi. Dans les publicités, voilà, c'est hyper sexualisé en permanence, un corps de femme. Et les corps d'hommes, déjà, on en voit beaucoup moins. Dans la photo de base, les corps d'hommes sont beaucoup moins photographiés, et quand on en voit, ça va être des corps hyper musclés, hyper bronzés, glabres. Si on regarde les pubs, toutes les pubs où les gens sont ne serait-ce que torse nu, déjà on ne sait pas pourquoi ils sont toujours torse nu dans les pubs, mais voilà, et ben c'est toujours le même corps en fait. Ouais, mais c'est pareil pour les meufs, là on parle de la photo bien pub, sûr. donc c'est un peu décorrélé de la photo artistique dans laquelle nous on part, mais les femmes c'est pareil, hein. Aujourd'hui ça change un peu, on essaye de diversifier et montrer plein de gens et tout machin nanana, et je pense que pour les hommes aussi on essaye de montrer des choses, mais le côté pub machin, dans tous les cas c'est les plus beaux et les plus belles personnes de tous les temps avec des faux corps touchés à balle. Donc je pense qu'on peut exclure le côté publicité et parler même dans la photo artistique. Même dans la photo artistique, il y a beaucoup moins de corps d'hommes. Dans ce cas-là, alors, oui, je suis d'accord. Je pense qu'il peut y avoir plein de raisons à ça. Peut-être parce que historiquement, même en peinture, en fait, les femmes étaient... Historiquement, les femmes n'étaient pas autorisées à peindre des corps et n'étaient pas admises au cours de modèles vivants. Voilà, moi, c'était une autre époque, mais et donc, dans l'histoire de l'art, en fait, il y a peu de représentation de corps juste standards d'hommes dans la moyenne. Et ça, ça a perduré un petit peu dans la photo malheureusement. Et en bizarrement, plus, il y a plus d'hommes qui prennent des femmes à poil que de femmes mais qui même prennent des femmes, d'hommes ou d'hommes qui prennent mais d'hommes. il y a aussi plus de femmes qui prennent des femmes en photo. Et ce qui fait que globalement, il y a une masse plus importante de photos de corps féminins. Et je me suis dit, pourquoi pas les montrer mes photos. Et donc, en fait, j'ai fait un petit peu la démarche, pas inverse de toi, mais les étapes ont été différentes. C'est-à-dire que toi, tu as commencé à publier tes photos et après, tu es passé au nu. Et en fait, moi, j'ai commencé à faire du nu. Et après, je me suis dit, finalement, j'aimerais bien partager cet aspect-là de mon travail photographique. Et il se trouve que j'étais nu sur les photos parce que toutes les photos que j'avais faites, voilà, je les avais faites comme ça. Parce que ça me permettait de m'ôter de l'esprit toute la partie décor et de me focus plus sur le propos qui, pour moi, comme tu le disais, le corps, c'est juste un vecteur. Mes photos sont absolument pas, en tout cas, je pense pas, et c'est pas du tout le but, sexualisées. Le corps est juste un vecteur qui me permet de faire un petit peu ce que je veux et d'exprimer des choses ou en tout cas moi d'avoir l'impression d'exprimer des choses. Après je pense que sur le côté partage et ça tombe bien parce qu'on devait en parler aussi, moi je pense que ça m'est venu après pour d'autres raisons et ce type de photos il n'est pas forcément pour but de les partager et les publier sur les réseaux sociaux, et je pense que j'ai un frein à ce niveau-là aussi, justement, parce qu'on est sexualisé, que les réseaux sociaux ne veulent pas que... un mec qui peut se mettre topless, on voit ses tétons, c'est pas censuré, c'est ok, alors qu'une femme topless, faut censurer, sinon on se fait striker. Et du coup, j'avais pas envie de forcément montrer mes photos comme ça, même si elles n'ont pas vocation sexuelle du tout. J'ai pas envie qu'on me sexualise en plus, parce qu'on me sexualise déjà en tant que femme. C'est genre, même si je montre rien, on me sexualise déjà, quoi. Donc du coup, c'est clair que c'était un peu plus tendu, et alors que j'aimerais vraiment partager premier degré mes images, et j'ai commencé à le faire avec le challenge. Je tâtais le terrain en mettant en story, en mettant sur Twitter pour avoir les 2-3 retours, et justement j'ai eu des retours hyper bienveillants, parce que je pense que notre communauté, c'est souvent des gens qui sont dans la photo et qui comprennent et qui nous connaissent, et du coup qui savent pourquoi on fait ça. Donc du coup, ils m'ont pas sexualisé du tout, et j'ai eu des retours grave cool, et surtout de femmes qui me disent mais non, mais c'est cool, et il faut pas s'empêcher de poster parce que la société nous dit que, et que les réseaux sociaux nous disent que. Donc oui, forcément, si je dois censurer, je censurerai et tout machin, mais c'est cool, et ça m'a fait plaisir d'avoir des retours comme ça, parce que justement, c'est essayer de désacraliser le corps et le désexualiser aussi. Ça fait partie du travail, et comme tu le dis, il faut représenter tout le monde, et il faut oser y aller aussi. Je pense que je suis dans la norme, mais je suis pas non plus un top modèle, donc du coup c'est clair que c'est cool de montrer des corps comme ils sont, et si ça peut motiver d'autres gens à le faire aussi, sans forcément les publier, mais même pour soi-même, de se dire je vais travailler différemment, et j'aimerais bien aujourd'hui aussi prendre d'autres gens et arriver à retranscrire ces choses-là
la notion de corps sans arrière-pensée direct, quoi. Moi, quand je vois tes photos, je pense pas au côté sexuel ou quoi, c'est juste un corps. Et pareil pour toutes les personnes qui font du nu artistique, c'est vraiment arriver à utiliser le corps comme un corps, et on a tous un corps, et c'est comme ça, et il est comme ça, et en faire quelque chose de cool, et en faire de l'art. Et c'est ce qu'on a essayé de faire aussi. J'avais essayé de faire quelques photos de toi où justement, tu disais tout à l'heure, essayer de faire des poses qui sont plus clichés féminins sur un homme pour voir comment ça rend. Et je pense qu'il y a d'autres photographes qui travaillent là-dessus. On en parlait, mais je crois qu'il y a une photographe qui faisait, je sais pas son nom, hein, je vais essayer de la retrouver, mais qui mettait sur son profil Tinder qu'elle était photographe et qui du coup allait faire des dates avec des mecs, mais justement chez eux pour montrer l'intimité du gars et les mettre en scène eux, parce qu'ils sont pas pris en photo. Et du coup, c'était quelque chose de hyper naturel et cool de voir des hommes dans d'autres milieux et dans d'autres façons, parce que c'est vrai qu'ils sont pas bien représentés, et c'est comme une femme en fait, les représenter mais sans qu'elle soit sexualisée direct, quoi. Faire vraiment de l'art avec n'importe quel type de corps. Et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant et qui est challengeant aussi, parce qu'effectivement, dans un autoportrait habillé, tu vas te concentrer sur le décor, sur les accessoires et tout. Du coup, ta photo, elle passe aussi là-dedans. Alors que quand t'es nu, il faut que tu travailles sur d'autres choses. C'est la composition, c'est... La lumière. Ouais, il y a d'autres choses à faire, parce que du coup, il y a que toi et ton corps. Donc du coup, c'est un peu en mode, du coup, qu'est-ce que je fais ? Parce que effectivement, pour avoir essayé, droit comme un piqué devant l'appareil photo, c'est pas ouf, à part si t'as vraiment pour but de genre juste documenter, commenter dans ton évolution physique, quoi. C'est pas hyper intéressant. Mais du coup, travailler son corps comme un objet limite de la nature morte, Ah ouais. c'est un challenge, et c'est hyper intéressant. Et Tu voilà. peux tout tester, parce que c'est ça l'avantage, encore une fois, de l'autoportrait. C'est que tu as envie de tester des trucs, tu testes avec toi-même avant de éventuellement faire des photos avec une autre personne, avec un autre corps. Autant le tester avec soi en premier. Et puis, encore une fois, si ça marche pas, tant pis. Et tu auras déçu personne. Est-ce que si tu devais donner des conseils à des gens sur le nu, en tout cas, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Parce qu'on l'a évoqué plein de fois, mais vu qu'on le fait nous-mêmes et qu'on développe et qu'on scanne nous-mêmes, on a ce truc de genre, au moins personne les voit, tu vois. Si on veut le garder secret, on le garde secret. Pour une personne qui n'a pas cette chance-là, qu'est-ce que tu leur dirais, tu vois, pour s'y mettre, si elles devaient s'y mettre, si elles ont envie de s'y mettre, mais qu'elles ont peur de... Déjà, s'y mettre, je pense qu'il y a toujours des moyens de le faire d'une façon qui garantira qu'on est les seuls à les voir. Si on reste dans le domaine de l'argentique, on peut par exemple faire des Polaroids ou des Instax. C'est un moyen de le faire nous-mêmes, avec seulement nous qui voyons le résultat. Parce que je trouve ça hyper important. Le premier conseil, ce serait de tenter des trucs. De tenter des trucs sans attente sur le résultat. Et de tester, même si ça paraît stupide. Moi, le nombre de fois où je me suis dit, si quelqu'un me voyait en train de faire cette photo-là, ce serait... voilà. Et pourtant, tu tentes, tu testes, et tu t'amuses, ou tu t'amuses pas, mais tu passes un moment, et il faut tenter. Et à un moment, il y a un truc qui va marcher, il y a un truc qui va nous parler, il y a un truc qui va nous plaire, on va réussir à exprimer quelque chose. Mais on n'y arrivera pas si on tente pas. Le nombre de photos ratées, évidemment, en argentique ou en numérique, ou peu importe, le nombre de photos ratées, il est bien plus important que le nombre de photos réussies. Mais pour avoir quelques photos réussies, il faut avoir toutes ces photos ratées avant. Et donc il faut tenter des trucs. Donc si une personne n'ose pas, se dit peut-être si je fais de l'argentique, il faut que j'emmène mes pellicules au labo, il y a quelqu'un qui va les voir. Il y a des moyens. Au pire, on peut faire en numérique, on peut faire à l'Instax. Oui, j'allais dire commencer au téléphone, ça peut être aussi une option. Sûr, ouais. Moi, le nombre de fois où j'ai fait les deux, pour avoir un backup ou pour avoir une idée du rendu et tout, tu commences avec ce que t'as, et puis après tu vois. Puis on m'avait posé la question sur Twitter. Les labos, ils envoient, ils voient tout type de photos tout le temps, et puis ils ont un devoir de secret. Ça fait partie du job, et je pense qu'il n'y a pas à avoir honte de faire les photos qu'on a envie de faire. Et puis ils sont pas censés s'attarder pendant 4 plombes sur chaque image que tu fais. Après, ça peut être trouver un labo plus de confiance, ou de confier à des amis qui le font. Franchement, arriver à se dire que c'est pas grave et qu'ils voient tellement d'images qu'ils vont pas s'attarder sur tes photos à toi en labo, ils en ont rien à foutre s'ils ont pas le temps, tout est à la chaîne, ils vont pas se dire oh mince, du coup j'ai vu une fesse là, oh là là, quel enfer. Mais ouais, pour moi, faut pas avoir peur du côté labo et tout. Faut vraiment essayer de se dire je le fais pour moi, et on peut commencer de façon
progressif, quoi. Moi, je me suis pas mise toute nue direct, quoi. C'était un peu en mode, je vais commencer topless ou un bout par-ci, puis après j'étais en culotte ou en sous-vêtements, puis après tu vas dire, bon, ok, là, en fait, c'est vrai qu'effectivement, mon sous-vêtement, il gâche un peu le truc, donc j'enlève. Il y a des étapes aussi, puis après, ça peut être, oui, un peu en autoportrait assisté. C'est vrai que je suis plus à l'aise avec le topless, donc ça me dérange pas de poser topless, mais entièrement nu plus. Donc du coup, c'est toujours, ouais, voilà, une évolution, donc faut tester, et puis peut-être simplement commencer l'autoportrait traditionnel et après voir comment ça Ouais, évolue, comment quoi. ça Puis évolue. après, ça peut être aussi de se dire, voilà, comme on le disait, prendre des photographes qui nous inspirent et essayer de reproduire sans copier, interpréter en fait à notre façon ce qu'on voit pour aussi débloquer des choses. Et c'est ce que je dis tout le temps, tant qu'on se fait plaisir et qu'on apprécie le process, faut pas se mettre de barrière. Après, moi, c'est vrai que je vous invite à essayer l'autoportrait parce que c'est quand même une discipline qui est cool et qui est challengeante. Même surtout si on n'a pas l'habitude et qu'on s'aime pas et qu'on n'a pas envie et tout, je pense que ça peut être un bon truc de se poser et d'essayer, comme documenter son quotidien. Souvent, c'est ce qu'on dit, hein, le plus dur, c'est de photographier ce qui nous paraît hyper banal, mais du coup, pour les autres, ça l'est pas, parce que du coup, on n'est pas dans vos vies, quoi. Et je trouve ça important parce que je le dis tout le temps, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et en fait, si on le fait pas, personne ne le fera pour nous, à part si on a quelqu'un dans notre vie qui est photographe et qui nous suit tout le temps. C'est cool de faire des trucs pour soi. Et après, je comprends que ce soit pas le délire de tout le monde, mais voilà, je pense que ça peut être cool. Et si on a une idée, essayer de la faire. Et après, si on a besoin d'aide, demander de l'aide. C'est vrai que pour le nu, c'est un peu plus compliqué. Il faut avoir des gens de confiance dans son entourage et tout. Ça peut aider avec la famille et tout. Je pense à ma sœur aussi qui m'a déjà aidé et tout. C'est cool, quoi. Je me suis perdue encore une fois, donc c'est dur parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je pense que du coup j'ai rien dit de tout ce que je vous aurais aimé dire sur ce sujet-là. Puis je pense que chaque photographe a des visions différentes. Toi, t'as ta vision, t'as ta pratique, puis les personnes qu'on a citées. Puis je pense à Vinaigre aussi qui fait de l'autoportrait pas mal nu dans des chantiers. Voilà, le délire, il va encore plus loin et je serais trop contente de l'avoir un jour. François, si t'écoutes ce podcast, viens à Lyon, s'il te plaît, on en parle, ça serait trop cool. Voilà, chacun a ses façons de faire et ses visions et c'est trop intéressant de pourquoi, du comment on en arrive là. Et j'espère que moi, j'arriverai à continuer à aller là-dedans et à trouver d'autres choses à exprimer, parce que là, c'est très personnel, très documentaire et des fois très artistique dans le sens de, voilà, je suis un objet que je veux mettre en valeur et tout machin. Enfin, je suis un objet, vous avez compris l'idée, hein. Mais essayer d'aller un peu plus loin, tu vois, essayer de dire, bon, voilà, ça signifie ça et tout. C'est encore très naïf, comme une grosse partie de mon travail n'est pas réfléchi et tout. Et je pense que ça peut être cool, justement, de travailler différemment, quoi, et d'expérimenter plein de choses. Pour moi, l'étape d'après, ça va être, ouais, dans des décors autres que chez moi. Ça peut être cool. On l'a fait un petit peu à la résidence, mais du coup, on est un petit peu dans la sur nature et tout, ça peut être trop cool Ouais. de tester d'autres choses, quoi. On est un petit peu dans l'idée où c'est les contraintes qui apportent la créativité, parce que là, si on fait de l'autoportrait, la grosse contrainte, c'est qu'on est bloqué avec soi-même, on est bloqué avec son corps. Si c'est de l'autoportrait nu, voilà, c'est son corps, on peut pas le changer, ou dans une moindre mesure. Et donc, il faut composer avec ça. Et ça aide beaucoup à la créativité, ça aide... au début, c'est dur. c'est très dur si on s'aime pas au début, ce qui est toujours mon cas, et je vais pas mentir, hein, dans mes photos, je sais que je mets pas en évidence les parties que j'aime pas. J'aimerais bien être totalement détaché de ça et pouvoir prendre n'importe quelle partie de mon corps et me dire, ah bah tiens, oui, je peux créer un truc, mais il faut être honnête, il y a des parties que je mets pas. On voit très rarement mon visage, ou alors il est flou. Il y a d'autres parties de mon corps que je montre pas forcément, ou alors elles sont floues si je m'en sers, etc. Donc j'ai pas encore totalement le détachement de me dire, bah oui, peu importe ce qu'on photographie de moi, j'arriverai à créer quelque chose avec. J'en suis pas, ou j'arriverai à apprécier le résultat, en tout cas. J'en suis pas du tout là, mais ça vient petit à petit, et ça m'empêche pas, comme tu disais tout à l'heure, hein, d'apprécier la photo, même si je m'apprécie pas sur la photo. Voilà, c'est deux choses complètement différentes. Et ouais, vraiment, moi aussi, je conseille à tous les photographes, tous les photographes de pratiquer l'autoportrait, de tester l'autoportrait, pour peu que votre pratique implique de photographier des gens. Pour moi, c'est hyper important de commencer par se photographier soi-même, pour comprendre ce que ça fait. Et effectivement, après, l'étape d'après, où on en est après, c'est passer derrière devant l'objectif de quelqu'un d'autre, dans les mêmes conditions. Moi, je sais que c'est quelque chose
que j'ai un petit peu vécu à la résidence, et c'est quelque chose qui est hyper challengeant, hyper preneur. Alors je sais qu'il y a des gens qui posent comme ça sans souci, mais c'est pas mon cas, et moi c'est vraiment un travail sur moi que j'ai à faire là-dessus et que je fais progressivement, c'est de trouver des personnes qui m'inspirent, dont le travail m'inspire, et petit à petit de me proposer en tant que modèle pour ces personnes-là, et là de déléguer la partie créative à quelqu'un d'autre, ce que je fais jamais dans ma pratique personnelle, et d'ouvrir cette intimité à quelqu'un, de se montrer vulnérable, finalement, parce que tu te montres tel que tu es vraiment, et là tu n'as plus trop le choix de ce que la personne va faire de ton corps ou du rendu artistique lié à ton corps, et donc c'est cette espèce de lâcher prise que je trouve hyper intéressant aussi, et que je vais essayer de, je pense, travailler dans les prochaines étapes de ma pratique photo. Et si tu devais... tu l'as dit, parce que du coup, le nu, t'es seul avec toi-même et tu dois composer avec toi. Comment tu fais pour trouver des idées, tu vois, parce qu'il y a des gens, ça peut les freiner à ce niveau-là aussi. Se dire, ok, moi j'ai envie de faire de l'autoportrait, mais j'ai aucune idée de comment faire. Donc là, toi t'en parles parce que t'es nu sur la plupart de tes autoportraits, mais du coup l'idée c'est, ok, je veux commencer. Du coup, comment je fais ? Moi j'ai envie de dire, commencer habillé, c'est peut-être plus facile. C'est juste, ça peut être un truc con, un accessoire. Moi souvent c'est, je sais pas, ça peut être une fleur, ça pourrait être une couleur. Ça pourrait être un élément chez soi qu'on apprécie, une lumière, ou juste un reflet dans un miroir, quoi. C'est un reflet, ton boîtier il est cool ou moins cool, t'en fous. C'est juste un reflet dans le miroir, et après composer là-dessus, puis aller chercher des inspirations d'autres photographes, puis se dire, bon voilà, j'ai envie d'immortaliser ça, et on commence comme ça, puis après on va travailler. Est-ce que toi, t'as des conseils ? J'aurais plein de conseils, mais c'est très intéressant ce que tu dis là, de partir d'un petit quelque chose. Moi c'est aussi comme ça que je fonctionne et que je fonctionnais, c'est que pour quelqu'un qui ne serait pas forcément très inspiré par son propre corps, c'est de partir d'un accessoire, que ce soit au début un vêtement, une fleur, un objet, un appareil photo, une lumière, peu importe, mais c'est de se focaliser là-dessus plutôt que sur son corps, en se posant la question de comment je vais mettre mon corps en scène. Là ça va pas être bien, ça va pas me mettre en valeur, ça va faire ressortir telle ou telle chose, mais plutôt de partir d'une fleur. Je fais pas mal de photos avec des fleurs ou avec des objets, des fleurs fanées, des chardons, des trucs comme ça, et c'est de partir de ça et de réfléchir à comment je mets en scène cet objet-là avec mon corps dans le décor. Et en fait, petit à petit, tu vas avoir un peu cette transition qui est qu'au début, ton corps était juste peut-être un support pour la fleur, un support pour le vêtement, ou des choses comme ça. Et petit à petit, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, tu vas avoir cette glissade vers le corps qui devient le sujet principal de l'image. Et à partir de là, tu testes, et tu vois ce qui te plaît. C'est un peu la méthode essai-erreur. Ce qui marche pas, tu l'abandonnes, et ce qui marche bien, tu vas le pousser un petit peu plus. Et tu dis, tiens, je retravaillerai bien la lumière comme ci, comme ça. Je pense que cette pose, ça marche bien, ça donne un certain mood. Voilà. Des fois, l'impression qu'on a quand on voit une photo, elle est très différente de l'impression que j'ai eue pendant la photo. C'est sûr, c'est clair. Et en fait, ça peut être cette dualité là aussi à travailler. C'est que, est-ce que ce que tu veux faire ressortir, c'est une impression particulière pour le spectateur, ou est-ce que c'est ton propre ressenti pendant la prise de vue, tu vois ? Il peut y avoir deux approches complètement différentes, et auquel cas, la pratique va pas être pareille. Si c'est pour le spectateur qu'on fait une photo, là il va falloir se poser des questions, réfléchir un peu. Si par contre c'est juste pour son propre vécu, il faut se laisser aller. Alors c'est facile à dire, évidemment, mais oui, c'est pas du tout penser au résultat, et juste se laisser porter par le moment, faire des trucs qui nous plaisent, et puis peut-être il y a une bonne photo dans le lot. Puis c'est vrai que c'est l'avantage de l'argentique, du coup, c'est qu'on voit pas le résultat direct, quoi. Ah oui. C'est ce que tu disais, c'est que du coup on peut se concentrer sur ce qu'on est en train de faire, le résultat on verra après. Et moi ça me fait penser à, c'est pas la première fois que j'ai fait du nu toute seule, mais c'est dans les premières pellicules. Après j'en fais vraiment pas souvent, hein. Mais voilà, j'ai mon fauteuil chez moi qui est trop cool, et je me suis dit vas-y, ça peut être la star aussi de la photo. Et en fait juste je suis assise dessus et je teste des trucs. Et en plus je me suis vraiment challengée, parce que c'était avec ton Pentax 6.7 avec l'optique équivalent 150 là, donc c'est un zoom.
Donc du coup la distance de mise au point elle est hyper réduite, donc du coup j'étais en reflet dans le miroir pour que doubler les distances et tout machin nanana, avec un déclencheur souple de genre 10 cm, donc n'importe quoi. Et en fait les photos sont Très grave cool. cool. Voilà, on voit le déclencheur souple aussi, j'aime bien je sais pas, montrer un peu le matériel aussi qu'il y a un petit peu dans l'image. On voit pas le boîtier mais on voit le déclencheur et tout. Et ouais, je sais pas pourquoi j'en suis arrivé là. Me posais pas la question. Je m'étais dit pourquoi pas essayer, et j'ai essayé comme ça. Et au final, le résultat est cool. J'en posterai peut-être. Ah oui, je vais en poster parce qu'en fait, j'ai commencé à habiller. C'est ça l'histoire de cette série. C'est du coup, je commence à habiller avec ce setup-là. Puis en fait, les 2 dernières à la fin, quand t'es un peu à court d'idées et tout, de pause, que t'as fait un peu le tour, parce que ça, c'est aussi le problème quand t'es ton propre modèle. Et c'est un peu le problème que je rencontre aussi, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'expression faciale, j'ai toujours la même. Parce que je sais ce qui rend bien et ce que j'apprécie voir, donc du coup je fais toujours un peu la même chose. Donc je me dis comment je pourrais faire pour évoluer, donc ça c'est la prochaine étape pour moi. Mais là voilà, c'était un peu en mode du coup j'ai fait le tour des poses et tout, pourquoi pas essayer. Il m'en restait 2-3, j'ai dit bon voilà, j'en fais 2-3 où je suis toute nue, et puis voilà, on verra bien ce que ça donne en culotte, puis après sans rien du tout. Et au final je la trouve trop cool. Et c'est peut-être plus facile comme ça, mais je suis de dos sur l'image, donc du coup tu vois pas certains trucs. Et oui, effectivement, on connaît son corps, donc on sait ce qu'on apprécie plus ou moins, et ce qu'on apprécie plus. Donc du coup, j'étais un peu en mode, je sais que de dos, ça va mieux. Donc j'ai commencé comme ça. Puis après, effectivement, à essayer de creuser les zones qu'on apprécie un peu moins de notre corps. Mais Ouais, c'est ça, je pense qu'il faut pas partir dès le début. Faut pas partir dès le début en se disant tiens, je vais mettre en valeur toutes les zones que j'aime pas, Oui. parce que c'est un coup à se retrouver dégoûté après la première pellicule. Enfin, en tout cas, je pense. Il faut vraiment partir. C'est une pratique qui est challengeante. Il faut partir sur un terrain conquis, on va dire, et commencer par mettre en valeur les choses qu'on aime bien. Et puis après, petit à petit, évoluer, si c'est ça l'objectif. Ça peut être aussi pas du tout ça l'objectif, mais si c'est ça l'objectif, de s'aimer un peu plus, ou d'aimer un peu plus certaines parties de son corps, etc., d'y aller progressivement, et pas dès le début, ou en tout cas, c'est ma vision des choses. Oui, c'est clair. Moi, c'est pareil. Moi, j'étais pas du tout à l'aise. C'est hyper personnel ce que je vais dire, mais je suis pas du tout à l'aise avec le corps des autres, mon corps, même à la plage en maillot de bain et tout, c'était compliqué. Le rapport physique avec d'autres gens est compliqué pour moi. Et du coup, ça a été un process, parce que du coup, j'ai mis un peu de temps et tout à m'apprécier comme je suis, et accepter. Voilà, ça va commencer après par du topless et tout machin. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise dans mon corps, et tant mieux. Mais ça a été compliqué. C'est clair qu'il y a 1 an, quand j'ai fait le podcast avec Fanny, faire ça, je pense que c'était hors de question. Et je pense qu'il faut être quand même un minimum à l'aise avec soi, avoir un début de process là-dedans, avant de se. Après, quand on est chez soi, c'est plus facile. Parce que du coup, voilà, même si on a peu de vis-à-vis, tu fermes les volets, tu fermes les rideaux, t'es avec toi-même. Donc au pire, personne ne le voit, c'est pas grave. Mais je pense qu'il faut quand même avoir ce truc de se dire, ok, je suis un peu. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai commencé semi-nu et tout pendant longtemps. C'était juste le haut de mon corps, parce que c'est le parti que j'apprécie plus. Et après, petit à petit, on évolue. Mais c'est un process, quoi. C'est soit on est déjà à l'aise de base, et donc du coup, c'est juste un truc que t'as pas essayé et que tu te dis, ok, je vais l'essayer. Soit c'est un process qui est un peu plus long. Et faut pas se dire, ouais, je vais le montrer aux autres, quoi. Tu le fais pour toi, et c'est tout. Et la finalité après. On verra, sauf si t'es un artiste dès le début et que tu te dis, bon voilà, moi je fais de l'art et du coup peu importe, je m'en fous. Mais je pense qu'on est tous à un niveau un peu similaire et qu'on n'est pas encore des grands artistes. Enfin si, peut-être, mais je veux dire, on n'en fait pas notre quotidien tout le temps, et c'est pas un truc qu'on ferait comme ça, ou qu'on se dirait, bon voilà, fuck it, on partage comme ça. Je pense que c'est un process qui est un peu plus long, mais qui est intéressant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'apprécie cette pratique pour ça aussi, et je suis contente d'en être arrivée là. Et je pense que la photo et l'autoportrait m'a beaucoup aidé à m'apprécier et à accepter mon corps tel qu'il est. Et je pense que je suis bien dans mon corps et dans mes pompes en partie grâce à ça. Il n'y a pas que ça, mais je pense que ça m'a pas mal aidé. Voilà. Est-ce que tu as, pour clôturer, un petit conseil à donner aux gens? Je pense qu'on en a déjà donné pas mal, mais si tu avais quelque chose à rajouter Alors ça va pas être, ça va être un petit peu de la redite, mais c'est lancez-vous, testez l'autoportrait, c'est forcément enrichissant, peu importe ce qu'on y recherche, on arrive forcément à en trouver quelque chose, et puis regardez vos images sur papier, pas que sur écran. Tirez vos images, même pour votre collection personnelle. On parlait des réseaux, moi honnêtement je suis un petit peu
lassé des réseaux. Enfin, je suis sur Instagram, mais Instagram, ça marche pas vraiment. C'est un peu la catastrophe. Clairement, je fais pas ça pour l'audience que je peux avoir sur Instagram. Et je pense pas qu'il faille le faire pour ça. Mais par contre, avoir ces images sur papier, pouvoir les regarder, même juste les montrer à personne, hein, mais regardez-les vous sur papier. Et gardez-les, regardez-les dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Je sais pas, moi, tu parlais des photos de tes grands-parents, etc. Bon, je pense pas que je montrerai mes photos, ou que mes petits-enfants, si un jour j'en ai, regarderont mes photos là. C'est pas vraiment pour l'archivage, mais en tant que moi-même, je suis content d'avoir cette historique-là de photos, de ma pratique artistique, de mon corps. Donc, juste lancez-vous. Si ça marche pas, ça marche pas. Et peut-être vous aurez une bonne photo de temps en temps, mais ça vaudra le coup. Puis après, c'est hyper subjectif, hein. Bon, pas bon, c'est bien propre, sûr. Propre à nous-mêmes. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Christophe pour cet échange. C'était grave cool. Si jamais vous avez des questions, je vous mets tous dans la sauce. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Christophe ou que ce soit moi. Je pense qu'on y répondra avec plaisir. Hein. Moi, je réponds toujours à vos messages, donc n'hésitez pas. Même si vous pensez que c'est une question conne, pour moi, il n'y a pas de question conne. Et pour moi, c'est important d'échanger sur nos pratiques, sur ce qu'on aime et s'aider, en fait. Hein. C'est comme ça qu'on avance. Et on m'a aidé et j'ai envie d'aider les autres aussi. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questions, des points qu'on n'a pas évoqués. Merci encore, Christophe. Merci à toutes et à tous d'écouter ce podcast. J'espère que vous avez apprécié les épisodes que j'ai réalisés cette année. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin d'année, de très bonnes fêtes pour les personnes qui fêtent les fêtes. Sinon, bon courage et beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté toute l'année et pour tous les prochains projets grave cool qui vont arriver. Moi, je vais continuer à faire ma photo et essayer de vous partager tant bien que mal toutes mes aventures. Et merci pour l'audience, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui m'écoutent, donc ça fait trop plaisir. Même s'il y avait 2 personnes, je serais quand même contente, mais là c'est fou de se dire qu'il y a autant de gens qui m'écoutent. Désolée de parler de plus en plus vite à chaque fois aussi. Merci pour les personnes qui sont arrivées jusqu'à la fin de cet épisode. Puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous avez des remarques, des suggestions pour faire évoluer le podcast. Puis j'espère que 2025 sera riche en invités et en expérience pour pouvoir vous raconter toujours des anecdotes drôles. Là, on n'a pas du tout raconté d'anecdotes, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Allez suivre Christophe sur Insta. Puis merci encore, voilà, à bientôt. Merci. Salut.